Bonsoir, Madame Dussault. Et M. Justin Trudeau du Parti libéral du Canada. Bonsoir, M. Trudeau. Bonsoir. Bonsoir à vous cinq. Et au nom de tous les Canadiens, je vous remercie d'être ensemble sur cette tribune. C'est l'occasion rêvée qu'ils vous entendent tous en même temps sur les mêmes questions. Alors, bienvenue. À mes côtés, justement, pour poser ces questions, mes collègues journalistes Patrice Roy de Radio-Canada et Yves Boisvert de La Presse. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir, Anne-Marie. Ai-je besoin de dire que ces questions sont inconnues des chefs? Bien évidemment. Sur les 5 thèmes de la soirée que je vous rappelle à l'instant, le gouvernement au service des Canadiens, l'économie, la gouvernance, démocratie et institutions, l'environnement et le Canada dans le monde. La formule de ce débat, négocier avec les partis politiques, a un seul grand but, favoriser un débat ouvert et direct entre eux. Le débat de ce soir a une très large portée. Il regroupe un nombre sans précédent de médias, il faut le souligner. Pour la première fois, le journal La Presse et Télé-Québec s'y joignent. Et le débat est diffusé sur les 3 plateformes de Radio-Canada, bien évidemment, sur le site Internet de La Presse, sur YouTube et en traduction anglaise sur CBC, CTV, Global et le réseau CPAC. Mon rôle ce soir est simplement d'assurer le respect des règles dûment négociées avec les partis politiques afin de permettre des échanges vifs, mais respectueux. Alors, Madame, Messieurs, je compte sur votre collaboration. Les Canadiens attendent vos réponses. Je vous souhaite donc un très, très bon débat. Allons-y dès maintenant avec le premier thème de la soirée, le gouvernement au service des Canadiens. Depuis le début de la campagne, comme à toutes les campagnes, vous faites de très nombreuses promesses à coût de millions, parfois même de milliards de dollars. Elles concernent aussi bien la santé, la culture, l'assurance-emploi, les garderies, la sécurité, la citoyenneté et combien d'autres sujets. Mais les citoyens ce soir veulent savoir si vous êtes vraiment au service des Canadiens et s'ils en ont pour leur argent. La première question s'adresse à M. Mulcair. À vous, Patrice. Merci, Anne-Marie. Madame, Messieurs, bonsoir. Première question qui concerne un sujet qui préoccupe les Canadiens depuis toujours, la santé. L'explosion des coûts, vous le savez, force les provinces à couper dans les services. En même temps, les fausses promesses rendent les électeurs malades. Et ça, dans tous les sujets, les fausses promesses rendent les électeurs malades. Première question à M. Mulcair. Vous promettez 7 000 nouveaux médecins, 200 cliniques médicales, alors que les services de santé ne sont pas gérés par le gouvernement fédéral. Est-ce, M. Mulcair, je me permets de le dire, un mensonge ou une promesse irréaliste? Merci, M. Roy. Nous sommes en train de faire des propositions qui ont été bien chiffrées, qui vont bien sûr se tabler sur la collaboration et le travail avec les provinces et territoires. M. Harper a refusé jusqu'à date d'assister à une seule rencontre du Conseil de la Fédération. Notre priorité, c'est justement des meilleurs services au public. M. Harper veut que vous ayez peur. Peur des immigrants, peur des écologistes, peur de tous ceux qui ne sont pas comme lui. Il veut que vous oubliez qu'il y a 300 000 chômeurs de plus aujourd'hui que lorsque la crise a frappé en 2008. Il veut que vous oubliez qu'il a coupé dans tout, à la santé, il a coupé à Radio-Canada, il a même coupé le service de courrier à domicile. Moi, je pense que les Canadiens méritent mieux. M. Trudeau, dans le premier débat en anglais, a dit qu'on ne pouvait pas faire confiance aux Québécois avec les règles normales de la démocratie. Moi, j'ai confiance. Je suis certain qu'on mérite mieux, qu'on peut remplacer les conservateurs de M. Harper avec un gouvernement qui nous ressemble et qui nous rassemble. Le NPD a un plan solide et crédible, et c'est ça qu'on présente aux Québécois et à l'ensemble des Canadiens dans cette élection. À chaque question, il y a un débat ouvert cette fois-ci de 7 minutes. Alors, la première riposte à Mme May, la question sur la santé, Mme May. Merci. Et M. Mulcair, je suis d'accord avec beaucoup de vous avez dit, mais les spécifiques de l'assurance médicaments, c'est une grande probabilité pour l'économiser. Nous pouvons économiser 11 milliards par année avec un système d'assurance médicaments. C'est facile qu'on en achète en vrac. Par exemple, l'Epitor, maintenant, coûte au Canada plus de 800 $ par année, mais en Nouvelle-Zélande, ça coûte le même produit seulement 15 $ par année. Qu'est-ce que vous proposez
pour l'assurance médicaments. Bien, merci, parce que c'est une question très importante et le NPD a justement la semaine dernière annoncé qu'on voulait faire des achats groupés, souvent ici, comme Mme May le dit si bien, elle a raison, des milliards de dollars aux provinces et territoires. Voilà un bel exemple où on peut travailler ensemble, mais encore faut-il vouloir travailler avec les provinces et territoires. C'est mon approche. Je sors de la politique provinciale. Je n'ai pas de peur de m'asseoir avec les gens des provinces. Monsieur Trudeau. Oui. Je sais que pour beaucoup de gens qui écoutent ce soir, la politique fédérale peut sembler très, très loin de vous. La réalité, c'est que nous avons mis sur pied un plan qui va vous aider directement. On promet des baisses d'impôts pour la classe moyenne payées par une augmentation d'impôts pour le 1 les plus riches. On va donner des allocations de famille plus généreuses pour pouvoir aider ceux qui en ont besoin en arrêtant d'envoyer des chèques aux millionnaires. Et on va investir dans nos infrastructures et dans nos provinces. Monsieur Drossel, je rappelle que la question, c'était sur la santé. Tout à fait. Et écoutez, au départ, le fédéral payait 50 en paiement de transfert pour la santé. C'est rendu à 22, on s'en va vers 18 Or, M. Harper continue de couper. M. Trudeau, on n'a pas vu son cadre financier, on ne le sait pas. Quant à M. Molker, c'est Mme Régine Laurent, la présidente des infirmières du Québec, qui dit que M. Molker a renié sa promesse. Or, moi, je pense qu'il faut être clair sur ça. Il faut revenir tout au moins à 25 de paiement de transfert pour la santé. Il faut être clair que c'est une compétence du Québec. Donc, j'aimerais savoir si les autres partis sont d'accord avec le droit de retrait du Québec dans ses propres compétences, dont la santé, avec pleine compensation, sans condition. Parce que le Conference Board prévoit que d'ici 20 ans, le fédéral aura effacé sa dette et que les provinces seront au bord de la faillite parce que le fédéral renie son engagement initial à 50 Monsieur Harper. Je dois vous rappeler du bilan de notre gouvernement. Nous sommes le premier gouvernement d'équilibre de budget en ne pas coupant les transferts aux provinces, en les augmentant. Pour la santé, les transferts ont augmenté de 20 milliards de dollars à 34 milliards de dollars cette année. Ça va continuer à augmenter à 40 milliards de dollars à la fin de la décennie. Et parce que notre budget est équilibré pour le long terme, on peut garantir ces augmentations de transferts. Mais vous avez abandonné l'accord de santé avec les provinces, M. Harper. C'est très important de travailler ensemble pour protéger notre système universel de soins, de santé. Et c'est nécessaire de faire le travail ensemble avec les provinces. On respecte les compétences des provinces et augmente les transferts et ça va continuer. Mais pas en pourcentage, pas en pourcentage. Merci, Mme Dans Dussault. certains cas, on augmente des dollars plus vite que les provinces les dépensent. Monsieur Mulcair. Merci, Mme Dussault. Ce que M. Harper oublie de mentionner, c'est qu'il s'est assis avec les provinces à travers son ministre des Finances, pas pour discuter, c'était même pas à l'ordre du jour. Il a annoncé une coupure de 32 milliards. Pour répondre à la question de M. Duceppe, oui, le NPD, au terme de la déclaration de Sherbrooke, c'est un droit de retraite, pleine compensation. Et contrairement aux libéraux, nous, on dit que c'est sans condition. Les libéraux refusent de dire que c'est sans condition. M. Trudeau, vous êtes interpellé. M. Mulcair fait plein de promesses où il dirige exactement ce que les provinces vont faire. C'est drôle de voir un NPD centralisateur. Le Parti libéral s'engage à travailler directement avec les provinces parce qu'on a des grands défis au niveau de la santé. Au niveau de notre population vieillissante, il faut augmenter les investissements en soins à domicile. Faut aider les personnes âgées, faut travailler avec les provinces pour développer les solutions et nous avons un plan pour faire exactement ça. M. Duceppe sait très bien que c'est la politique du gouvernement conservateur depuis longtemps. On respecte toujours les compétences des provinces. Vous les respectez tellement bien que vous asseyez avec les provinces, puis vous leur annoncez une coupure de 32 milliards. C'est même pas à l'ordre du jour. Ça, c'est le respect des provinces, M. Harper. Vont continuer à augmenter. Jusqu'à partir de l'année prochaine, ça va être coupé et vous le savez. 34 à 40 à la fin de la décennie. Chaque année, il y aura des augmentations. Sans hausser les taxes et les impôts et sans des déficits permanents. Moi, j'aimerais que tous les partis s'engagent à dire que ça sera 25 en paiement de transfert du coût total des coûts de santé. C'était à 50 à l'origine en 66. On va être à 18 bientôt. Or, moi, je ne demande pas quel programme les uns et les autres proposent, mais est-ce qu'on va atteindre le 25 avec
le droit de retrait, pleine compensation, sans condition, qu'on ne soit pas obligé de dire on fera ce programme avec de la façon que l'on veut, mais qu'on puisse placer l'argent là où on le veut, puisque ça relève des compétences du Québec. M. Trudeau. Le Parti libéral va être un bien meilleur partenaire aux provinces que M. Harper l'a été pendant 10 ans. Nous avons besoin de s'asseoir pour parler des enjeux auxquels les provinces font face, y compris une population vieillissante. Et nous, au Parti libéral, on a un plan pour augmenter le supplément de revenu garanti pour les aînés les plus vulnérables de 10 %. Ça veut dire 920 $ de plus par année dans les poches de nos aînés les plus vulnérables. C'est ça qu'on veut faire pour aider. M. Mulcair. Lorsque nous avons annoncé, M. Roy, notre plan la semaine dernière, c'était important de savoir que c'était chiffré, c'était appuyé. On avait l'écho de l'ensemble des groupes qui travaillent dans le domaine parce qu'ils savaient très bien que lorsqu'on parlait d'un nombre X de médecins possibles avec l'argent qu'on était en train d'injecter, c'était tout à fait réaliste. Alors nous, tout ce qu'on fait, c'est réaliste et on va travailler avec les provinces et territoires, mais dans le cas du Québec, droit de retraite, pleine compensation, sans condition. M. Harper. Sur le Parti conservateur augmente les transferts sans augmenter vos taxes et vos impôts et sans emprunter. Et c'est pour cette raison que les transferts, les augmentations de transferts aux provinces sont garanties pour l'avenir. Madame May. Mais garantie, mais diminuer. C'est le rôle du gouvernement fédéral d'alléger le fardeau fiscal des provinces et de travailler ensemble autour de la même table pour protéger notre système de santé. Plus des dollars sont des augmentations. C'est le directeur parlementaire du budget là, qui a dit qu'on s'en va vers un déséquilibre fiscal extrême. C'est lui qui a dit ça il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois. Là. Or, j'imagine qu'il a fait l'étude de la performance de M. Harper quand il disait ça. Alors, merci pour ce premier débat ouvert qui vous engage. La prochaine question de relance est posée par Yves Boisvert à M. Harper. M. Harper, d'ici quelques mois, le gouvernement fédéral doit légiférer sur l'aide médicale à mourir puisqu'il y a eu un jugement de la Cour suprême à ce sujet. Vous, personnellement, êtes-vous favorable à l'aide médicale à mourir, oui ou non? Évidemment, c'est une question très délicate. Les soins de santé, les détails des soins de santé sont livrés par les provinces. On respecte leur juridiction. Pour la décision de la Cour suprême, on va poursuivre cette décision. On a établi un comité consultatif pour développer une réponse qui respecte la décision et qui protège les intérêts des médecins, des patients, des personnes handicapées, des personnes âgées. Mais évidemment, on doit agir, on doit modifier le code criminel selon la décision de la Cour suprême et on va le faire. Alors, oui ou non, la question l'aide médicale à mourir? Le Parti libéral appuie parce que nous sommes un parti qui comprend à quel point c'est important de protéger les gens les plus vulnérables, mais aussi de respecter les droits et libertés de tous. Nous avions demandé justement au gouvernement Harper, quand la Cour suprême a donné sa décision, de lancer ces consultations tout de suite. Et M. Harper, évidemment, a traîné les pattes, n'a même pas voulu regarder l'exemple extraordinaire du Québec qui a démontré qu'on peut faire ça dans le respect et avec une délicatesse magnifique. Oui, c'est le problème, c'est que le jugement de la Cour suprême, il y a presque, c'est en février 2015. Maintenant, c'est seulement une date limite de février 2016. C'est possible d'avoir une loi préparée parce que le gouvernement de M. Harper a fait rien. Le Parlement attend pour une loi, pour débat, pour consultation publique, il n'y a rien. C'est clair que la Cour suprême est claire. C'est une question des droits dans les chartes de droits et libertés. On doit le faire. Le comité consultatif poursuit son travail. Je pense, moi, que ce travail a été fait au Québec. On peut s'en inspirer largement. Et c'est un travail exemplaire, non partisan. Là. Tous les partis sont d'accord au Québec. Et ils ont fait le tour du Québec. Ils ont discuté ça de façon intelligente, respectueuse des gens. Et je pense, M. Harper, vous devriez vous inspirer de ça plutôt que de tenter de contourner le problème. C'est très clair, la question est claire, il faut agir et rapidement. Monsieur Mulcair. Le travail que le Québec a fait aussi a mis des gens de différents partis autour de la table. Je me souviens de Jeffrey Kelly et de Véronique Yvon. C'était un modèle. Ma femme Catherine, qui était au Conseil de l'Ordre des psychologues, a participé à présenter leur point de vue. Elle travaille depuis 30 ans en soins palliatifs et en soins de longue durée. Donc, c'est une question sur laquelle je suis sensibilisé. Et c'est vrai que c'est délicat, mais ça ne nous empêche pas d'agir. Le fédéral a la seule responsabilité du code criminel. Et je peux vous garantir une chose, le NPD va faire un vote libre. Jamais je
contraindrait qui que ce soit là-dessus. Mais c'est pour ça que ça doit être une consultation réelle, large et sincère. Monsieur Trudeau. Je suis content qu'on soit en train de parler d'enjeux comme ça, mais ça démontre encore une fois que malheureusement, les gens pensent que le gouvernement fédéral est trop loin d'eux sur des décisions comme ça. Nous pouvons aider directement les familles canadiennes en baissant les impôts pour la classe moyenne, en les augmentant pour le 1 les mieux nantis, en faisant des allocations générales familiales plus généreuses, en ne pas envoyant à des familles de millionnaires. Le gouvernement fédéral peut faire une différence pour mettre de l'argent dans leur poche. Moi, j'ai un plan pour faire ça. Les autres partis n'ont pas de plan concret pour aider la classe moyenne à créer de la croissance. M. Trudeau, on attend toujours de voir vos chiffres. Et vous n'avez pas déposé de cadre financier jusqu'à date. Monsieur Mulcair, vous savez personne vous a coupé, M. Trudeau. Laissez-moi finir ma réponse, M. Trudeau. Personne ne vous a coupé. M. Trudeau et M. Harper sont en faveur de coupures de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour les sociétés les plus riches. Le NPD a un plan pour augmenter leurs impôts. C'est pour ça qu'on est dans le trou, à cause d'eux autres. Monsieur la question. Ce n'est pas les réponses à la question. Monsieur Mulcair, c'est très bien que nous avons déposé notre cadre financier parce qu'ils nous attaquent dessus tout le temps. Nous avons fait le choix de la franchise. Nous allons faire 3 déficits modestes pour pouvoir investir dans l'avenir de notre pays, investir dans nos communautés. Monsieur Harper a décidé d'équilibrer le budget à tout prix et donc ne peut pas investir dans nos communautés. Sur la question, M. Harper, vous voulez intervenir sur la question? Sur la question de la classe moyenne, ce gouvernement a donné des coupures de taxes et d'impôts, la grande majorité pour la classe moyenne. On a créé la prestation universelle pour la garde d'enfants, utilisée par des millions de familles. Que vous envoyez aux millionnaires. Les livres d'impôts, utilisés par 11 millions de familles. Les coupures de la TPS 2 fois, 7 à 6 à 5 pour tous les Canadiens. Je peux donner une liste et on va continuer ça en augmentant les transferts pour la prestation et en donnant plus de baisse d'impôts pour les familles. Si je comprends bien, on est rendu sur le cadre financier. Là. On est loin de la question, mais continuons sur le cadre financier parce que M. Harper, en 2004, vous vous souvenez, on critiquait les libéraux qui avaient détourné 57 milliards de la Caisse d'assurance-emploi. Vous étiez engagé solennellement à ne pas toucher à ça. Or, dans votre budget, vous prenez l'argent dans la Caisse d'assurance-emploi. M. Trudeau, on ne le sait pas, je n'ai pas vu votre cadre. Et M. Mulcair également pige en Caisse d'assurance-emploi. Un instant. Et ça, sur ça, je cite M. Guy Caron. Je cite, interrompez-moi pas, là, j'étais en train de citer M. Caron, votre porte-parole financier, qui déclarait les surplus de la Caisse sont dans les surplus de notre cadre financier. En d'autres mots, les surplus qu'on trouve dans votre feuille là, budgétaire contiennent les surplus de la Caisse d'assurance-emploi. Monsieur Duceppe, selon notre plan, la Caisse de l'assurance-emploi sera équilibrée et on sera dans une position de réduire les cotisations salariales de 20 d'ici 2017. Madame Dussault, les libéraux et les conservateurs ont pigé à hauteur de 57 milliards dans la Caisse d'assurance-emploi. Vous gardez les cotisations élevées, cette semaine, au Nouveau-Brunswick, on a promis d'instaurer un conseil d'administration neutre et indépendant et mettre cette caisse à l'abri d'eux autres. Merci. Alors, cette question... C'est clair pourquoi nous n'avons pas une autre question à la Cour suprême du Canada au sujet de vous allez être invité à répondre à une autre question, cette fois-ci posée par Yves Boisvert, par Patrice. Oui, merci Anne-Marie. On va poser la question. On verra pour les réponses, mais on a suivi, vous avez suivi, comme nous tous, l'affaire du niqab depuis une bonne semaine dans cette campagne. Monsieur Mulcair, vous avez longuement expliqué votre position hier. Monsieur Trudeau, la question s'adresse à vous, mais elle s'adresse à tous les chefs, puis on aimerait avoir une réponse là-dessus, la plus précise possible. Au-delà de la cérémonie de citoyenneté, ne serait-il pas raisonnable, comme une majorité de Canadiens le croient, que les services du gouvernement se donnent et se reçoivent à visage découvert? Oui ou non, M. Trudeau? D'abord, on sait très bien pourquoi on est en train de parler de cette discussion-là, parce que M. Harper et M. Duceppe veulent jouer sur la peur et la division encore une fois. Ma position est très claire, vous la savez tous, vous la connaissez tous. Je crois que si un homme ne peut pas imposer sa volonté pour comment une femme s'habille, on ne devrait pas avoir un État
qui impose comment une femme ne devrait pas s'habiller. Je comprends que c'est une question qui met bien des gens mal à l'aise, mais pour moi, l'État est là pour défendre les droits des minorités, défendre les droits des femmes. On parle ici d'une question fondamentale. C'est la question de l'égalité entre les hommes et les femmes dans notre société. Alors, quand M. Trudeau nous dit qu'on divise, l'Assemblée nationale du Québec est unanime. Les libéraux, les péquistes, les caquistes, Québec solidaire, le maire de Montréal, M. Coderre, le maire de Québec, M. Labaume, le maire de Saguenay, M. Tremblay, 90 % de la population du Québec. On ne divise pas. On ne divise pas. On respecte, je pense, cette volonté fondamentale qu'ont les Québécois et les Québécoises de dire les hommes et les femmes doivent être égaux dans la société. Et nous, on a proposé un projet de loi dans lequel... Je vais terminer. On a proposé un projet de loi, nous, dès 2007, demandant à ce qu'il n'y ait pas de vote à visage couvert. Très bien, monsieur. Et M. Harper, lui, c'est sur l'assermentation seulement. Ça arrive une fois dans la vie. Moi, je m'engage. Le premier projet qui sera déposé par le Bloc québécois, ce sera très clair, interdire qu'il y ait vote à visage découvert, assermentation, recevoir ou donner des services publics à visage couvert. Monsieur Trudeau, Monsieur Mulcair. Les gens à la maison savent très, très bien ce que vous êtes en train de faire. C'est un enjeu que vous croyez pouvoir pousser pour distraire du fait que vous ne pouvez pas faire une différence dans la vie des gens. Nous, on a un plan pour créer de la croissance économique, pour investir dans les familles. C'est de ça qu'on veut parler ce soir. Sur le NICAB, M. Mulcair. M. Harper tente de cacher son bilan en arrière du NICAB. 400 000 bons emplois perdus dans le secteur manufacturier, ça, il ne veut pas en parler. 300 000 chômeurs de plus aujourd'hui que lorsque la crise a frappé en 2008, ça non plus, il ne veut pas en parler. Il ne veut pas parler de tout ce qu'il a coupé depuis qu'il est là. Il se cache derrière cette question tellement divisive. J'ai eu l'occasion de le dire hier, je suis en faveur de la règle existante qui prévoit qu'une femme doit se dévoiler avant de pouvoir se faire assermenter. Ça, c'est évident. Mais croyez-moi, c'est juste M. Harper qui est en train de pousser cette question parce qu'il voit son avantage. Et je suis tellement étonné de voir le Bloc québécois, jadis tellement progressiste, en train d'embarquer dans l'arène sur une telle question si divisive. Moi, je veux qu'on s'unisse avec un seul objectif, se donner un gouvernement progressiste, se débarrasser des conservateurs de Stephen Harper. Ça, c'est ma priorité. M. Harper, réponse. Notre position depuis longtemps est quand on se joint à la famille canadienne, on ne devrait pas cacher l'identité. Et c'est la raison pour laquelle on croit que des nouveaux citoyens doivent prêter serment à visage découvert. Mais M. Mulcair, jamais. Je ne vais jamais dire à ma jeune fille qu'une femme devrait se couvrir le visage parce qu'elle est une femme. M. Harper, si vous voulez battre contre l'oppression, attaquez-vous à l'oppresseur, attaquez-vous pas à la femme, M. Harper. Attaquez-vous à l'oppresseur si vous croyez qu'il y a oppression là-dedans. Ayez le courage de faire ça. Mais ce n'est pas en privant ces femmes de leur citoyenneté et de leurs droits que vous allez réussir à les aider. Monsieur Mulcair, nous les Canadiens, vous êtes en train de jouer un jeu politique dangereux, M. Harper. Politique canadienne, vous allez signer les papiers d'un nouveau député qui dit que les femmes devraient s'en aller chez elles. Vous allez signer les papiers de nomination d'un nouveau gars qui a dit les hommes bruns ne devraient plus voler les jobs des Blancs. Ça, c'est votre monde, M. Harper. Ça, c'est votre vie. Ça, c'est votre Canada dans lequel Messieurs, je vais répondre à M. Mulcair. Une seconde. J'aimerais entendre Mme May. Il y a une femme sur la scène. Oui, merci. Vous voulez prendre ma place aussi? Vous aussi, bien sûr. Mais on veut tous entendre Mme May. M. Duceppe, vous avez pris plusieurs secondes au début de ce débat. C'est important que les Canadiens vous entendent. Je vous inviterai, s'il vous plaît, à ne pas parler tous les deux en même temps. Je suis d'accord avec M. Mulcair, puis aussi M. Trudeau, parce que c'est un faux débat maintenant. Nous sommes en plein d'élection, campagne d'élection. Nous avons les vrais enjeux, les vrais défis au Canada. Quel est l'impact du NICAB sur l'économie? Quel est l'impact du NICAB sur le changement climatique? Quel est l'impact du NICAB pour les chômeurs? Il est un faux débat absolument pour les distractions et pour éviter les débats sur les vrais défis pour le Canada. Moi, je pense que l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est pas une distraction, c'est pas un faux débat. Et Mme Ouda Pépin, qui était votre collègue, M. Mulcair, disait que le NICAB, c'est le symbole d'asservissement des femmes. Il y a eu un consensus au Québec, c'est 90 %. Est-ce qu'on va dire que l'Assemblée nationale du Québec, unanimement, est en train de distraire l'opinion publique?
pose un faux problème. Alors, dans les Je dernières... pense, moi, qu'il y a quelque chose là. Il faut l'affirmer. Il ne faut pas que les femmes s'effacent ça dans va l'espace créer- public. Alors, Trois personnes qui sont prêtes pour gagner des votes à Toronto sont prêts à renier l'égalité des hommes et des femmes dans Monsieur notre société. Duceppe, laissez répondre. En rafale, il reste 25 secondes à ce bloc. Chacun 10 secondes. Allez, 5 secondes. C'est une Rapidement. question qui ne va pas créer d'emploi. Je défends les droits des femmes. Madame May. Pour les droits des femmes, où est l'enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées? Merci. Si M. Harper continue à se cacher, tout le monde va comprendre que pour lui, c'est une arme de Merci. distraction massive. Monsieur Harper, la fin de ce bloc. Le serment à visage dévoilé, c'est juste le gros bon sens. Ça défend nos valeurs d'égalité et d'ouverture. Merci. Alors, c'est un débat certainement enflammé. Je vous rappellerai que chaque thème, celui-ci, le gouvernement au service des Canadiens, va se terminer sur la même question à vous 5, et vous avez chacun 25 secondes pour y répondre. Alors, la question est posée par Yves Boisvert. Partout au Canada, les gouvernements demandent aux citoyens de se serrer la ceinture, mais pendant ce temps-là, des milliards échappent au fisc dans les paradis fiscaux. Quel engagement prenez-vous à ce sujet? Alors, le tirage au sort a désigné M. Trudeau pour répondre en premier. Ben, on ne peut pas être contre la vertu. On est en faveur de s'assurer que les paradis fiscaux ne soient pas utilisés par les Canadiens. On doit travailler avec les autorités nécessaires pour s'assurer qu'on est en train de s'assurer qu'il n'y a pas de tricherie. Monsieur Mulcair. Je tiens à féliciter Brigitte Alepin, la cinéaste québécoise qui a fait du bon travail en mettant ça devant tout le monde dans son film Le Prix à payer. Aussi, il y a le British Tax Justice Network qui a conclu qu'il y avait des milliers de milliards cachés. M. Harper veut rien faire, c'est son monde à lui. Moi, je vais m'assurer qu'on va aller chercher cet argent-là, parce que chaque fois qu'on laisse échapper cet argent-là au fisc, c'est la classe moyenne qui finit par pâturer et payer encore plus de taxes. Nous, on va aller le chercher, cet argent-là. Merci. Monsieur Duceppe. C'était un des principaux combats que le Bloc a mené au cours des ans contre les paradis fiscaux. Et à ce moment-là, c'était les libéraux qui étaient au pouvoir. On a continué à le mener sous M. Harper. Et moi, je pense qu'il faut s'attaquer en premier lieu aux banques canadiennes, qui ont beaucoup de filiales dans ces paradis fiscaux, et revoir chacun des traités que le Canada signe avec des paradis fiscaux. Ça, moi, je pense, c'est essentiel à faire, et on a tous les pouvoirs, le fédéral a tous les pouvoirs pour agir de la sorte. Merci, Monsieur Duceppe. Madame May. Oui, merci. Il y a plus de 170 milliards de dollars d'argent parti en évasion fiscale et on doit le retrouver. C'est un scandale que nous avons les taxes, l'argent dans les paradis fiscaux. C'est clair que les impôts, c'est essentiel ici au Canada, pas dans les paradis d'étrangers. Merci, Mme May. Monsieur Harper. Ce n'est pas un secret que nous favorisons la réduction des taxes et des impôts, mais c'est essentiel que les riches, que les grandes compagnies paient leur juste part. Et dans chaque de nos budgets, il y a des étapes, des milliards de dollars pour retourner, pour éliminer ces paradis fiscaux. Et on a signé une entente, on a conclu une entente avec nos partenaires du G7 pour poursuivre ces objectifs. Merci, M. Harper. Le second thème de la soirée, l'économie. Le Canada est en récession technique. Les prévisions de croissance à l'échelle mondiale sont à la baisse, comme au Canada. Plusieurs Canadiens se sentent pris à la gorge tellement ils sont endettés. L'écart se creuse de plus en plus entre les plus riches et les plus pauvres. Tout n'est pas sombre, mais de nombreux travailleurs parmi vous s'inquiètent pour leur emploi. Les citoyens se demandent donc si vous avez le pouvoir de faire quelque chose pour améliorer leurs conditions de vie et surtout leur redonner espoir. La première question est adressée à M. Gilles Duceppe. Patrice. Merci, Anne-Marie. Disons-le clairement, de plus en plus de gens estiment, les gens qui nous écrivent, des gens à qui on parle, que les gouvernements n'ont plus vraiment de pouvoir sur l'économie ou choisissent d'en faire le moins possible. On vous accuse souvent, M. Harper, d'en faire le moins possible, le laisser-faire économique. Je vous cite un chiffre. Il y a 1 300 000 pauvres de plus au Canada qu'il y a 10 ans. M. Duceppe, quel sera votre réel pouvoir à Ottawa pour améliorer le sort des gens qui nous écoutent, les chômeurs, les assistés sociaux, alors qu'en plus, vous êtes condamné à l'opposition, dans le meilleur des scénarios? Bien, vous savez, il y a ici, là, sur les 5, il y en a 4 qui sont dans l'opposition. Hein? Il n'y a seulement qu'un premier ministre. Donc, on ne peut pas dire que l'opposition
est absolument quelque chose dont on n'a pas besoin. C'est ce qui fait en sorte que nous sommes une démocratie. Or, on a fait des propositions continuellement, tout le temps qu'on était là, et plusieurs ont été adoptées. Par exemple, en 2008, il y avait une récession, crise économique. C'est le plan d'infrastructure qu'ont repris la coalition entre le NPD et les libéraux, que M. Harper a repris par ailleurs lorsqu'il a rouvert la Chambre en février 2009. Or, il faut, en période de récession et de crise économique, ce n'est pas le temps d'avoir des politiques d'austérité. Il faut plutôt que l'État investisse, par exemple, dans un plan d'infrastructure qui favorise l'économie de l'avenir, l'électrification, par exemple, des transports, qui tiennent compte des besoins du Québec. On a donné beaucoup d'argent à l'automobile, mais on n'a pratiquement rien donné à la forêt pour la deuxième et la troisième transformation. Il faut également s'occuper de la culture. $1 en culture apporte énormément d'argent, beaucoup plus que dans beaucoup d'autres secteurs. Merci, M. Duceppe. Oui. M. Harper, la première riposte pour ce débat ouvert. Je peux dire que nous sommes évidemment dans une période d'instabilité économique mondiale. On le sait, ça continue depuis des années, mais pendant cette période, le Canada a eu la meilleure croissance, la meilleure création d'emplois de tous les pays du G7. Et vous savez très bien que c'est ici au Canada où on a les meilleures possibilités pour l'avenir. Notre plan vise des dépenses abordables et efficaces pour créer des emplois, aussi des baisses de taxes d'impôts pour donner plus d'argent dans les poches des travailleurs, des familles et d'équilibre budgétaire. Et les autres partis proposent des dizaines de milliards de dollars de dépenses additionnelles. Ça va mettre en péril la création d'emplois et notre économie. M. Trudeau. Le Parti libéral a un plan clair pour aider les gens en détresse, en difficulté. D'abord, 1 million des aînés les plus vulnérables vont voir le supplément de revenu garanti augmenter de 920 $ par année. Et par rapport aux enfants pauvres, nous allons sortir 315 000 jeunes de la pauvreté en investissant des allocations plus généreuses dans les familles qui en ont besoin, en arrêtant d'envoyer des chèques aux millionnaires comme M. Harper et M. Mulcair veulent continuer de faire. Ça veut dire 60 000 jeunes au Québec. C'est l'équivalent d'un stade olympique rempli de jeunes qu'on va sortir de la pauvreté. M. Mulcair. Nous, on a un plan très concret, par exemple, pour enlever l'échappatoire fiscal qui bénéficie aux mieux nantis dans notre société, un échappatoire fiscal qui les permet d'acheter des options d'achat d'actions. Alors ça, c'est 500 millions de dollars par année, et je l'ai annoncé à l'Institut Broadbent voilà quelques mois. À l'Institut Broadbent, j'ai annoncé qu'on prendrait cet argent, dollar par dollar, puis on le dédierait exclusivement à sortir des enfants de la pauvreté. Je n'accepte pas que dans un pays aussi riche que le Canada, on a des centaines de milliers d'enfants qui vont à l'école le matin sans avoir mangé, et le NPD va changer ça. Madame May. Oui, c'est clair que l'économie maintenant est faible. L'économie maintenant a besoin d'investissements grands dans les infrastructures de municipalités, aussi pour mettre sur pied le programme contre les gaz à effet de serre, économiser et en même temps lance la transition énergétique vers la nouvelle économie verte et durable. Et avec ça, on peut créer les emplois partout au Canada. Monsieur Harper. Le point central des plans des partis d'opposition, du NPD et des libéraux, sont des grosses augmentations de taxes et d'impôts, en commençant avec des grosses augmentations des cotisations salariales pour les pensions et l'assurance emploi. Ça va coûter pour le plan du NPD, ça va coûter un travailleur moyen qui gagne 60 000 $ par année, 1 500 $ de leur poche. On ne peut pas, ce n'est pas abordable pour nos travailleurs. Et c'est la même chose. C'est la même chose pour les PME. Les PME s'opposent à ça parce que la moitié des PME disent au Canada disent qu'ils vont couper des jobs avec une telle politique. Alors, vous avez interpellé à la fois M. Trudeau et M. Mulcair, chacun 30 secondes, avant d'aller à M. Duceppe. Le Parti libéral va pas seulement aider nos aînés vulnérables, pas seulement les jeunes, mais on a aussi un plan d'investissement de 20 milliards de dollars sur 10 ans dans les infrastructures sociaux, ce qui comprend des logements abordables, des logements sociaux. On sait que le gouvernement fédéral se peut d'être un meilleur partenaire aux municipalités et aux provinces, et c'est exactement ce que j'ai un plan pour faire. M. Mulcair, avant M. Duceppe. Qu'il y a une catégorie de Canadiens qui ne paient pas leur juste part d'impôts, c'est les grandes entreprises, les banques, les grandes pétrolières, et on va augmenter leurs taxes de 2 %. Ça va donner des milliards justement pour aider les aînés dans la pauvreté. Mais M. Harper sait très bien que le NPD a aussi un plan pour réduire les impôts des petites et moyennes entreprises
entreprises de 11 à 9 parce que nous savons que les PME créent 80 des nouveaux emplois au Canada. Je veux aussi être un champion pour le secteur manufacturier. Cette année, au Bourget à Paris, il n'y a pas une seule ministre du gouvernement de M. Harper qui s'est présenté. Quand Boeing veut vendre des avions en Chine, c'est le président Obama qui y va. Moi, je veux être ce champion pour le secteur manufacturier au Québec et au Canada. M. Harper a laissé échapper 400 000 bons emplois du secteur manufacturier. Ça, c'est le bilan qu'il essaie de cacher. Monsieur Mulcair, la question était... Monsieur Trudeau, s'il vous plaît. Monsieur... J'avais dit M. Duceppe. Je vais vous donner la parole, mais M. Harper est interpellé. 30 secondes pour vous, puis ensuite à M. Harper immédiatement. Dès lors que l'on parle d'économie, on parle des grandes ententes internationales. Or, il y a cette entente transpacifique actuellement. La gestion de l'offre est sur la table. Moi, j'aimerais que tous les partis prennent ici l'engagement de maintenir la gestion de l'offre entièrement intacte et ne pas signer une entente qui diminue la gestion de l'offre. Et j'aimerais qu'on soit clair sur ça, parce que c'est sur la table. Les agriculteurs sont très inquiets. Ça a des conséquences sur toute la société québécoise. Monsieur Harper, vous avez été interpellé sur deux points. On défend toujours la gestion de l'offre dans des négociations internationales. Mais sur des coupures de taxes pour des impôts pour des PME, notre plan vise déjà, notre plan est en train déjà de couper ces taxes. Les propositions de M. Mulcair sont des augmentations 10 fois plus grandes que ça. C'est la raison pour laquelle la Fédération canadienne des entreprises indépendantes et les manufacturiers et les exportateurs du Canada s'opposent au plan de M. Mulcair. Pour encourager les gens d'épargner, nous donnons les baisses de taxes et d'impôts, pas des augmentations. C'est le Parti libéral qui propose de baisser les impôts pour la classe moyenne en les montant pour les mieux nantis. M. Mulcair propose d'augmenter les impôts sur les Rona, sur les gens coûteux, ce qui ne va pas créer d'emplois, qui ne va pas créer d'investissement et qui risque de coûter plus cher aux gens qui ont déjà de la misère à joindre les deux bouts. C'est pas ça qu'on a besoin. On va aider les gens directement au Parti libéral. Si le fait d'avoir coupé des dizaines de milliards de dollars, comme les libéraux et les conservateurs l'ont fait, créer des emplois, on n'aura pas 300 000 chômeurs de plus aujourd'hui, Mme Dussault. La réalité, c'est que leur plan a échoué. On veut que les grandes entreprises payent leur juste part. Pour ce qui est de la gestion de l'offre, j'ai écrit au premier ministre. Il utilise des phrases maintenant pour dire « Ah, j'y pense ». Je lui ai demandé de protéger et de défendre intégralement la gestion de l'offre. Les producteurs agricoles, les familles sont inquiets au Québec, en Ontario et partout au Canada, et il refuse de dire qu'il va défendre intégralement. Le secteur des pièces automobiles est aussi très inquiet. On a déjà perdu 400 000 beaux emplois dans le secteur manufacturier. On risque de perdre 80 000 autres s'il ne fait rien. Mais répondez rapidement, M. Mulcair, à Mme May. Le Trans-Pacifique est une opportunité pour le Canada de devenir un partenaire de marché de 800 millions de clients potentiels. C'est la raison pour laquelle la grande majorité de l'économie canadienne favorise une telle entente, mais toujours on défend la gestion de l'offre, on défend nos agriculteurs qui ne sont pas qui ne font pas partie de ce système et défendent tous les secteurs dans les négociations. Vous avez négocié en catimini. Il n'y a pas un texte pour les députés et maintenant, c'est clair que l'accord transpacifique menace la gestion de l'offre et aussi menace les diffuseurs publics et aussi menace et aussi augmenter les coûts des médicaments d'ordonnance. C'est affreux et nous n'avons pas une Madame, mais nous avons augmenté les pays avec lesquels le Canada a des traités de libre-échange de 5 à 44 en défendant l'économie canadienne et nos secteurs canadiens. C'est nécessaire d'avoir un accès de libre-échange au marché mondial à l'avenir. Il reste 15 secondes, 5 secondes. Vous avez vendu notre souveraineté à la Chine avec l'accord entre le Canada et la Chine, encore en catimini. Et retrait en vigueur seulement dans les cabinets sans vote parlementaire. Madame May, c'est terminé. J'aurais aimé donner la parole à M. Duceppe et M. Trudeau. On va se reprendre dans le prochain bloc. Messieurs, ça reste sur le thème de l'économie. Et la prochaine question est posée par Yves Boisvert à M. Trudeau. M. Trudeau, vous promettez des investissements de 125 milliards en 10 ans dans les infrastructures et des déficits pour relancer l'économie. Vous nous dites que vous voulez faire la politique autrement,
Mais ça ressemble beaucoup à des vieilles recettes, ça. Qu'est-ce qu'il y a d'imaginatif et de particulièrement original là-dedans? Au contraire, on a maintenant un gouvernement et un parti d'opposition qui sont en train de dire qu'il faut équilibrer le budget à tout prix. Or, on a des taux d'intérêt à leur niveau le plus bas depuis des décennies. On a une capacité d'investir avec notre ratio dette-PIB et on a aussi une économie qui ne fonctionne pas à plein vapeur et des milliers de Canadiens qui n'ont pas d'emploi. C'est un moment pour investir dans nos infrastructures, dans nos villes. Les gens sont pris dans les métros, ils sont pris dans la congestion. Il faut un gouvernement qui est prêt à investir tout de suite et c'est ce que nous allons faire. Alors, le débat s'ouvre avec vous. D'abord, M. Duceppe, premier poste. Regardez, Ottawa, le fédéral investit 10 fois moins que le Québec en infrastructure. Pourtant, il y a des moyens bien supérieurs à ceux du Québec. Alors, il y a moyen d'investir. Maintenant, nous, ce que l'on propose, c'est la création d'une société des infrastructures qui peut faire en sorte que l'argent emprunté s'en va sur la dette et on amortit sur 30 ans, par exemple. Ce que fait le Québec et les provinces, ce que font les municipalités également. Parce qu'il y a des actifs, hein? C'est comme une hypothèque, puis un logement, puis un achat. Or, ça, on pourrait faire ça sans provoquer de déficit. Et je pense, moi, que c'est la bonne solution pour faire en sorte d'investir et sans faire en sorte également, en même temps, que l'économie en souffre. Mais la réalité, c'est qu'on est à un moment où les taux d'intérêt sont tellement bas et l'économie a besoin de croissance. M. Harper a le pire bilan de la croissance économique de tous les premiers ministres depuis la Grande Dépression. On a besoin d'investir, on a besoin de créer des emplois. Je suis le seul à offrir un plan historique d'investissement dans nos communautés. Monsieur Mulcair. Oui, merci beaucoup, Mme Dussault. Écoutez, M. Trudeau est effectivement en train de revenir sur des vieilles formules. Dernière fois que les libéraux étaient au pouvoir, Paul Martin, avec qui lui il se pavane maintenant, a coupé 24 des transferts sociaux. J'étais un des ministres appelés à gérer cette crise-là. Les conservateurs sont en train de laisser une énorme dette écologique sur le dos des générations futures. Puis maintenant, M. Trudeau propose comme seule solution de laisser une dette monumentale économique sur le dos des générations futures. Nous, on veut mettre fin à ça. On veut assumer nos responsabilités. Tommy Douglas a pris un Saskatchewan en faillite, a fait 17 budgets équilibrés et a amené l'assurance maladie. C'est là-dessus que moi, je veux tabler pour amener encore une fois des programmes sociaux dignes de ce nom, mais ils vont être pérennes, soutenables, durables. Pas de la dette sur le dos des générations futures. Monsieur Harper, M. Trudeau, maintenant, au niveau fédéral, on investit un record dans les infrastructures. 15 fois plus grand que la dernière année du gouvernement libéral. Et ces montants vont augmenter dans l'avenir. Et nous faisons ça sans augmenter vos taxes et vos impôts et sans emprunter. Et ces fonds sont garantis pour l'avenir. C'est facile. C'est facile pour les autres partis de dire toujours on va dépenser plus. Mais si on a une explosion de dépenses, on retournerait, comme M. Trudeau propose, on retournerait au déficit permanent. Même quand l'économie est en croissance, on va retourner l'équilibre budgétaire. Ça va mettre en péril nos emplois, nos programmes et notre économie. Madame May. Selon le Parti vert, ce n'est pas une grande question d'avoir un petit déficit ou petit surplus. La question la plus importante, c'est la santé de l'économie partout au Canada pour mettre sur pied les programmes, pour créer les emplois et aussi nous devons investir maintenant dans les infrastructures et aider les municipalités parce qu'il y a un fardeau impossible pour les municipalités partout au Canada. Les Canadiens savent, les Montréalais savent à quel point ça nous coûte cher quand on est pris dans la circulation, quand il n'y a pas assez d'autobus, où les lignes de métro ne se rendent pas là où on voudrait pouvoir acheter une maison. On a besoin d'un partenaire fédéral qui investit et c'est ce que nous proposons. Les autres choisissent l'équilibre budgétaire à tout prix et donc l'austérité qui va venir avec. Moi, je propose de miser sur notre avenir, d'investir parce que des pays confiants sont toujours prêts à investir dans les outils dont on va avoir besoin pour l'avenir et les emplois qui vont venir avec. M. Mulcair, ensuite M. Harper. Mes 35 ans d'expérience comme gestionnaire m'amènent à conclure qu'il ne faut plus faire ça, mettre les dettes sur les générations futures. Fédération canadienne des municipalités, le maire de Montréal veut ce que nous offrons, un partenariat clair, fiable, long terme. La vision à courte vue de M. Trudeau n'offre pas rien du tout. Nous avons un plan sur 20 ans. Juste pour la grande région de Montréal, c'est 8,7 milliards de dollars sur 20 ans. Ça, c'est un partenariat fiable aujourd'hui. Arrêtons de faire dans le court terme.
Arrêtons de faire comme par le passé, laissant ces dettes sur le dos des générations futures. Monsieur Harper. Notre budget équilibré, ce n'est pas à tout prix, c'est avec des investissements records dans les infrastructures. On élimine le déficit d'infrastructures au niveau fédéral. Quand on parle des déficits, si on abandonne un budget équilibré, l'histoire est que les déficits deviennent de plus en plus grands et ça continue à la fin, on coupe des services. On a évité ça au Canada, c'est bon pour notre économie, c'est nécessaire de garder notre budget équilibré, de continuer à faire des investissements abordables et de continuer à baisser les taxes et les impôts pour des familles et des entreprises. J'ai posé la question au tout début, moi. Tous ces partis ont pigé dans la Caisse d'assurance-emploi. M. Caron du NPD l'a dit lorsqu'ils ont présenté leur cadre budgétaire. M. Harper nous dit j'ai un surplus de 1,9 milliard de dollars, mais il a pigé 3,3 milliards dans la Caisse d'assurance-emploi, sinon c'est un déficit de 1,4. M. Trudeau, je ne le sais pas. Alors j'aimerais qu'il y ait un engagement très précis. On ne prend plus un sou dans une caisse ou le fédéral, mais pas un sou. Ça appartient aux travailleurs, ça appartient à ceux qui, malheureusement, perdent leur emploi. Et j'aimerais qu'il y ait un engagement ferme ici de prix ce soir pour une caisse autonome et qu'on s'engage à ne plus piger dans la caisse d'assurance-emploi. Est-ce que vous voulez répondre en rafale? Chacun 5 secondes. Le Parti libéral s'engage à réduire les cotisations pour les travailleurs 5 et secondes chacun. de diminuer le délai de carence d'une semaine pour aider les gens à pouvoir recevoir leurs prestations pour lesquelles ils ont payé. Madame May, c'est clair que nous avons besoin des investissements dans les municipalités, dans les infrastructures, pas simplement pour les infrastructures, mais pour la stimulation de l'économie. Monsieur Mulcair. Les libéraux et conservateurs ont piqué 57 milliards et c'est avec ça qu'ils ont payé les réductions d'impôts aux grandes entreprises. On a accru un déficit important pendant la crise financière. Maintenant, on équilibre la caisse de l'assurance-emploi, on crée un petit surplus et on va réduire les cotisations salariales par 20 d'ici 2017. Merci. Le temps écoulé. Autre question de relance avec Patrice. Monsieur Harper, avec un baril de pétrole à 40 $, on l'a beaucoup dit depuis plusieurs semaines, c'est comme si votre édifice économique s'était effondré. Là, vous promettez 1 300 000 nouveaux emplois pour les 4 prochaines années. Ma question est simple. Où est le plan pour diversifier l'économie canadienne? Autrement dit, où envoyez-vous tous ces nouveaux chômeurs qui sont venus de partout au Canada pour aller travailler dans le pétrole, par exemple, à Fort McMurray? On fait 3 choses. Premièrement, on investit dans l'infrastructure, on l'a discuté. On a aussi donné des incitatifs pour encourager l'innovation et le développement du secteur manufacturier. J'ai annoncé 2 autres étapes pendant cette campagne. C'est un plan appuyer nos efforts dans ce secteur, être appuyé par l'Association des manufacturiers et exportations du Canada. Et on voit maintenant la croissance de ce secteur. C'est très bien, on voit la croissance de nos exportations dans ce secteur. Alors, aussi, on appuie l'entraînement des gens. C'est nécessaire de faire toutes ces choses pour continuer une économie équilibrée. La minute est écoulée. Le débat s'ouvre à vous 5. Maintenant, première riposte à M. Mulcair. Merci, Mme Dussault. M. Harper a mis tous nos œufs économiques dans un seul panier, le panier de l'extraction du gaz et du pétrole. Et là, il a échappé le panier. Il cherche tous les excuses. La faute est la sienne. Il savait qu'on était en train de vider le secteur manufacturier. On a perdu 400 000 bons emplois dans le secteur manufacturier. Ça, c'est le résultat qu'il a créé, c'est-à-dire une économie moins diversifiée, moins robuste, moins stable. Nous, on propose de travailler tous les secteurs, y compris le secteur du gaz et du pétrole, mais s'assurant du même coup qu'on maintient pour l'avenir une économie plus stable. Par exemple, nous avons besoin d'investir dans notre secteur manufacturier, nous avons besoin d'aider. C'est pour ça, entre autres, que je propose qu'on annule les F-35 pour qu'on puisse avoir des contrats qui vont amener plus d'emplois ici au Canada et dans le secteur manufacturier aérospatial, par exemple. M. Harper continue d'insister qu'on doit payer des dizaines de milliers de dollars plus cher et M. Mulcair est d'accord avec lui. Nous, de limiter un appel d'offres à un prix plafond, c'est responsable. On va créer des emplois dans l'aérospatial en étant plus intelligent à la façon qu'on va chercher nos équipements. C'est clair que M. Harper est mauvais gestionnaire. Maintenant, les bonnes nouvelles viennent des secteurs économiques qu'il a oubliés il y a quelques années. C'est le secteur manufacturier, le secteur forestier, le secteur agricole des pêcheries. L'économie
numérique et l'économie, le potentiel énorme d'une économie nouvelle avec les technologies propres. C'est clair que les bonnes nouvelles viennent des secteurs que M. Harper, avec son gestion sans vision, a oublié. Moi, je pense que M. Harper a tout misé sur le pétrole. Son plan économique repose sur le pétrole essentiellement, avec les conséquences que l'on voit actuellement. Or, il importerait, je pense, de mettre fin aux privilèges fiscaux des grandes pétrolières. Ils ont un système fiscal qui est plus avantageux au Canada qu'il ne l'est au Texas. Ça c'est pas des blagues. Or, moi, j'aimerais que tous les partis s'engagent à ce que les banques et les pétrolières paient plus d'impôts. Ce sont des gens qui ne partiront pas du Canada, évidemment, parce que le pétrole est ici, et les banques ont besoin de rester au Canada s'ils veulent avoir des clients. C'est évident également. Or, ça prendrait un engagement très clair de tous les partis sur ça. Monsieur Harper. Maintenant, tous les secteurs, sauf principalement le secteur énergétique, sont en croissance. C'est à cause de plusieurs mesures que ce gouvernement a pris prend des années dans chaque budget. Et le secteur manufacturier travaille avec nous dans un partenariat pour développer ces programmes. Ils appuient ces programmes. Le secteur manufacturier s'oppose aux augmentations de taxes et d'impôts proposées par le NPD, surtout et les libéraux. Et ça, c'est leur position. Les augmentations salariales dans le secteur manufacturier vont coûter l'économie 100 000 emplois. C'est ce que le secteur manufacturier a dit. Monsieur Trudeau, le secteur manufacturier a besoin de routes et de ponts en santé de qualité pour qu'on puisse rendre nos produits vers les marchés. Or, on est régulièrement en train de voir que le déficit en infrastructure empêche les compagnies d'investir, empêche les emplois d'être créés. Nous avons un plan pour investir tout de suite des sommes historiques en infrastructure pour qu'on puisse créer des emplois et donner des opportunités à nos manufacturiers de réussir. Monsieur Mulcair. Justement, parce que les entreprises ont besoin des infrastructures comme les routes et les ponts, il faut que ces entreprises commencent à payer leur juste part d'impôts. Mais M. Harper a eu comme seul ça ne va pas créer d'emplois, ça, M. Mulcair. De réduire par des dizaines de milliards de dollars l'impôt des grandes sociétés au Canada. Et si M. Harper avait raison, que c'était ça la recette, on n'aurait pas 300 000 chômeurs de plus aujourd'hui qu'en 2008, lorsque la crise a frappé. Il y a pire. La banque CIBC, une des plus grandes au Canada, dit que la qualité d'emploi aujourd'hui est très précaire, la pire qualité d'emploi depuis une génération. C'est confirmé dans d'autres études et ça aussi, c'est le bilan de M. Harper. C'est la même chanson du NPD. On va équilibrer le budget par des augmentations de taxes et d'impôts. Ça n'équilibre pas le budget, ça élimine des emplois. On a vu ça en Ontario, en Colombie-Britannique, maintenant en Alberta. Le secteur manufacturier lui-même s'oppose à des plans d'augmentation de taxes et d'impôts. Ce n'est pas une aide pour le secteur manufacturier. Il appuie des baisses de taxes et d'impôts pour les travailleurs et pour les employeurs. 15 secondes, M. Mulcair. Les impôts seront en dessous de la moyenne, en dessous des conservateurs, même avec notre augmentation. Alors, qu'ils arrêtent de dire n'importe quoi aux Canadiens. M. Duceppe. Oui, moi, je pense que quand M. Harper nous dit qu'on va perdre des emplois, certainement pas en augmentant les règles fiscales pour les pétrolières et les banques. Ça, c'est clair. Les manufacturières, ça, il faut faire attention. Parce que ça, effectivement, des compagnies peuvent quitter, mais certainement pas les banques et les pétrolières. Et c'est ce qu'on leur propose, exactement. Alors, le thème de l'économie va se clore sur cette question, la même question aux 5 chefs. Vous avez chacun 25 secondes pour y répondre et c'est Yves Boisvert qui la pose. L'endettement des Canadiens atteint des sommets. Monsieur Duceppe, vous parlez d'impôts aux banques, mais êtes-vous prêt à imposer un plafond de taux d'intérêt pour les cartes de crédit? Mme May est désignée pour répondre à la première. Oui, si j'ai bien compris la question, c'est la question de l'impôt sur les cartes de crédit. Nous sommes absolument prêts de le faire. C'est important pour le consommateur. Nous avons partout au Canada pour les familles, pour les gouvernements,
un niveau de dette insupportable. C'est une grave menace à l'avenir si le niveau d'intérêt va augmenter. Monsieur Trudeau? Nous, on a un plan pour mettre plus d'argent dans les poches des gens. Il faut évidemment travailler avec les banques et avec tout le monde pour s'assurer que les gens n'ont pas un trop gros fardeau de dette, mais c'est pour ça que nous, on va mettre plus d'argent dans les poches des familles de la classe moyenne parce que c'est ça dont on a besoin pour créer la croissance économique. Sur le plafonnement des taux de crédit? Oui, le NPD a un plan pour plafonner les taux des cartes de crédit, chose que de toute évidence, M. Trudeau n'est pas prêt à faire. Mais il est prêt à dépenser des milliards sur le dos des générations futures. Il fait une longue liste, puis pour tout le reste, il y a Mastercard. Nous, on va être des gestionnaires responsables, on a un plan crédible, long terme, pour être des vrais partenaires pour les villes, pour les provinces, contrairement à M. Trudeau qui a une vision à très courte vue qui témoigne de son inexpérience. M. Harper? C'est vrai que les dettes des Canadiens augmentent, mais les atouts des Canadiens augmentent plus vite que ça. Et la réalité est que le taux de faillite parmi nos familles sont à un niveau bas historique. Pour la question des cartes de crédit, on travaille toujours avec les banques, avec les PME, avec les consommateurs pour avoir des règles qui sont propres pour tout le monde. Merci, M. Duceppe. Oui, il faut mettre un plafond aux cartes de crédit, aux taux exigés. Mais il faut également s'occuper du prix de l'essence à la pompe et donner au Bureau de la concurrence les moyens d'intervenir. Parce qu'on voit toujours, dans les grandes fins de semaine, le prix de l'essence monter. Or, il y a un profit qui se fait lors du raffinage. Or, c'est là qu'il faut intervenir. Il faut que le Bureau de la concurrence puisse par lui-même intervenir et mener des enquêtes. Merci. Alors, de l'économie, nous passons au troisième thème, la gouvernance, la démocratie et les institutions. Près de 40 des Canadiens n'ont pas voté aux dernières élections fédérales. Est-ce là le signe d'un bris de confiance envers les partis, envers les institutions, qui sont au fond la clé de voûte de notre démocratie? Transparence, intégrité, imputabilité, liberté, sécurité sont les mots-clés de ce prochain thème. La démocratie canadienne est-elle malmenée? Les Canadiens attendent des réponses. Saurez-vous regagner leur confiance à la tête d'un gouvernement? La question s'adresse à Mme May d'abord, et c'est Patrice Roy qui la pose. Nous aurions aimé, et je le dis aux gens qui nous écoutent aussi, qui nous regardent, nous aurions aimé peut-être ne pas parler du Sénat canadien dans un débat lors d'une campagne électorale avec des sujets beaucoup plus concrets. Mais les Canadiens, je pense, puis je m'excuse pour mes enfants qui écoutent, je vais utiliser un mauvais mot, mais les Canadiens ont été dégoûtés par tous ces scandales de dépenses au Sénat. Madame May, comme M. Mulcair, vous souhaitez l'abolition du Sénat. Mais pour ça, vous savez que ça prend l'accord unanime de toutes les provinces au Canada. On ne peut pas abolir le Sénat. Vous le savez, mais je le dis aussi au bénéfice des gens. Alors, une question qui est très simple. Êtes-vous prête, puis je pose la même question à M. Mulcair, évidemment, êtes-vous prête à lancer une ronde de négociations constitutionnelles qui inclurait forcément la question du Québec et la question autochtone? Pardonnez-moi, mais la position du Parti vert, ce n'est pas pour l'abolition du Sénat, c'est pour la réforme du Sénat, pour un Sénat qui était élu et élu par vote proportionnel. Ça, c'est la position du Parti vert. C'est difficile, évidemment, à cause de la Constitution. Pour moi-même, je pense que la chose la plus urgente pour la réforme de notre système de démocratie, c'est pour réduire le pouvoir du bureau du Premier ministre. Et ça, c'est possible seulement dans la Chambre des communes. Ce n'est pas nécessaire d'ouvrir la Constitution pour rendre les grandes réformes dans la Chambre des communes. Merci, Madame. Mais le débat s'ouvre. Première riposte à M. Trudeau. M. Mulcair a été très clair. Il veut lancer une méga ronde de débats et de négociations sur la Constitution pour pouvoir éliminer le Sénat. Moi, j'ai démontré que malgré ses promesses, malgré les promesses de M. Mulcair, de M. Harper, qui n'a pas respecté, il les a brisées 59 fois de ne pas nommer de sénateur, nous avons démontré qu'on peut réformer le Sénat en enlevant la partisanerie et le favoritisme politique, en faisant un choix d'écarter nos sénateurs libéraux de notre caucus. Ça a été une action concrète. Ça n'a pas exigé les négociations constitutionnelles interminables qui nous annonce M. Mulcair avec son plan. M. Mulcair. Bien, en temps des autres partis, Mme Dusson, on est pris avec la Constitution puis les reliques de 1867. Vous vous souvenez qu'on avait des commissions scolaires religieuses ici au Québec à venir il y a juste quelques années. La communauté anglophone était inquiète. J'ai travaillé là-dessus à l'Assemblée nationale. Je suis fier de ça. On a réussi à faire adopter à l'Assemblée nationale,
à la Chambre des communes et au Sénat un changement, et aujourd'hui, on a des commissions scolaires linguistiques. On peut aussi actualiser nos institutions démocratiques. Le Sénat, c'est passé, c'est vétuste, c'est de notre passé historique britannique. Des non-élus qui font et défont les lois. Moi, j'étais tellement scandalisé lorsqu'une loi sur les changements climatiques, le plus important sujet qu'aucun premier ministre ne va jamais avoir à traiter pour les prochaines années, a été renversée par un Sénat non élu. C'était la loi de Jack Layton. Je me suis promis de m'assurer que le 19 octobre, j'aille chercher un mandat avec les électeurs du Canada pour commencer le processus de travailler avec les provinces pour nous débarrasser enfin de cet endroit qui ne sert qu'à mettre des anciens libéraux et des anciens conservateurs dans une sinécure avec une pension. C'est ce que j'ai changé, M. Mulcair. Il faut rétablir les faits. C'est Mme Marois qui a réussi à changer cette loi, ces commissions scolaires, et c'est un changement bilatéral. Ce que vous proposez, c'est pas du tout la même chose. Ça demande l'unanimité des provinces. Effectivement. Et le Québec a dit non, l'Ontario a dit non, les Premières Nations veulent avoir leur mot à dire. On ne pourra pas ouvrir la Constitution sans parler des demandes du Québec et de d'autres provinces, des Premières Nations. Ça me semble très clair. Et si M. Mulcair parle d'institutions vétustes, moi, je commencerai également par la monarchie. Hein? Il n'y a pas grand monde qui en veut au Québec, la monarchie. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'adeptes de la monarchie ici, mais je dis une chose certaine. Le jour où le Québec c'est un pays indépendant, le Sénat, on n'aura pas, puis la monarchie, on n'aura pas non plus. M. Mulcair, réplique à M. J'étais bel et bien membre de l'Assemblée nationale à l'époque. J'ai bel et bien travaillé le dossier. Mais c'est étonnant d'entendre le même Gilles Duceppe qui a voté 5 fois à la Chambre des communes pour l'abolition du Sénat, aujourd'hui, dire « Ah, c'est vraiment très difficile ». M. Harper s'est fait élire, est devenu chef du Parti réformiste avec une promesse de se débarrasser du Sénat s'il ne pouvait pas le réformer. Aussitôt qu'il a appris que c'était trop difficile de le réformer, au lieu de travailler encore, il a jeté l'éponge. Moi, je veux commencer le 19 octobre avec un mandat clair pour nous débarrasser du Sénat. Je ne rencontre pas des Canadiens qui veulent retourner à l'époque des négociations constitutionnelles. Et sur le sujet du Sénat, il n'y a pas de consensus parmi les provinces, ni pour l'abolition, ni pour la réforme. Ce que nous faisons maintenant, il y a 22 vacances au Sénat, on peut laisser ces sièges vacants et on est en train de réduire les dépenses du Sénat. On a déjà réduit ces dépenses par 6 millions de $, ça va continuer. Et ça, c'est maintenant, sans un consensus des provinces, c'est la meilleure façon à faire. M. Trudeau, M. Harper a promis de ne jamais nommer de sénateur. Il a brisé cette promesse sa première journée en tant que premier ministre et ensuite 58 fois après ça. On le sait très bien que des négociations avec les provinces sur la Constitution, c'est pas ça que les Canadiens veulent. Moi, quand je m'assois avec les provinces, si je deviens premier ministre, je vais vouloir parler d'environnement et de changement climatique. Je vais vouloir parler de santé. Je vais vouloir parler d'emploi, pas de la Constitution, et que M. Mulcair promette des négociations constitutionnelles qui commencent tout de suite. Je trouve ça complètement en dehors des priorités des Canadiens. M. Duceppe. Oui, vous savez, la Constitution n'est pas amendable. On ne se comptera pas d'histoire. On a tenté avec Charlottetown et les Québécois ont refusé parce que c'était passé et les Canadiens ont refusé parce que c'est trop pour le Québec. Or, c'est une Constitution qui n'a jamais été acceptée par l'Assemblée nationale du Québec, tant par les libéraux que par les péquistes. Hein, c'est très clair, on nous a imposé cette Constitution, il n'y a pas eu de référendum, il n'y a pas eu de question, et le Québec doit vivre avec ça. Si c'était l'Ontario, ça ne serait jamais passé, parce qu'on aurait dit c'est impossible qu'on laisse l'Ontario de côté. Le Québec, on l'a laissé de côté. La leçon qu'on en tire, c'est que c'est pas changeable, on l'a essayé, et la seule façon pour les Québécois et les Québécoises de sortir de ce problème-là, c'est de se donner un pays. M. Duceppe, c'est un débat passé date. Madame May. La souveraineté passée date pour le Canada, c'est ça que vous me dites? C'est un débat. C'est bon pour le Canada, mais c'est pas bon pour le Québec. C'est un débat passé date. Les gens se préoccupent. C'est très important pour le Canada que la souveraineté, mais c'est pas important pour le Québec, M. Harper. C'est ce que vous me dites. Oui, mais à la fois, Madame May. Oui, je veux souligner que le plus grand scandale du Sénat, c'est l'exemple que M. Mulcair a mentionné quand le projet de loi C-31 sur le changement climatique s'est présenté par mon collègue, M. Bruce Heyer, mais elle est rejetée par le Sénat à cause de les ordres que M. Harper, comme Premier ministre, a exigé que le Sénat rejette ce projet de loi sans étude, pas de témoignages, seulement parce que M. Harper déteste d'agir contre le gaz à effet de serre, il est contre Kyoto, et à cause de ça, le Sénat
agir contre une loi qui était acceptée par la Chambre des communes. Il reste une minute de ce thème. 20 secondes, M. Harper, pour répliquer, puis M. Trudeau ensuite. Il y a un nombre record de projets de loi émanant des députés privés qui ont été adoptés par le Parlement canadien, y compris un projet de loi de Mme May elle-même. Monsieur Trudeau. Okay. On voit que ce débat dans lequel on sombre va pas créer des emplois, va pas répondre à vos priorités à la maison. On veut investir, on veut vous donner des baisses d'impôts. Les gens s'embourbent dans des discussions de constitution, de souveraineté, d'identité. À la place, on peut-tu parler de comment on va bâtir une économie plus forte pour la classe moyenne, pour ceux qui travaillent fort pour s'y joindre? Monsieur Madame Dussault, ça fait 150 ans que les Canadiens se font dire qu'ils n'ont pas d'autre choix. Quand ils sont tannés du scandale des commandites, les libéraux sont obligés de retourner aux conservateurs. Quand ils sont tannés du scandale du Sénat des conservateurs, cette fois-ci, il y a une autre option. Cette fois-ci, il y a un réel choix, un gouvernement du NPD pour remplacer les deux vieux partis. Merci, M. Mulcair. La question de relance adressée à Gilles Duceppe, à M. Duceppe, Paris-Boisvert. M. Duceppe, l'Écosse et la Grande-Bretagne ont accepté le principe du 50 plus 1 lors du référendum de l'an dernier. Mais Londres avait approuvé la question référendaire. Est-ce que vous acceptez le principe selon lequel le Québec devrait négocier une question référendaire avec le premier ministre du Canada? Moi, je vous dirais que ça prend une question qui sera acceptée parce que ça sera plus facile. Et la vraie question, c'est voulez-vous que le Québec devienne un pays indépendant? La dernière fois, on a mis le partenariat dans la question. Si on ne l'avait pas mis, on nous aurait approché d'avoir parlé du partenariat durant la campagne et ne pas l'avoir mis dans la question. Là, on sait qu'on ne veut pas le mettre dans la question. Alors, ça me semble une question claire. Voulez-vous que le Québec devienne un pays indépendant et qu'on respecte le 50 plus 1? Je pense, moi, que c'est la règle fondamentale en démocratie. Très clairement, je ne vois pas comment le Canada pourrait refuser de négocier. Parce que c'est au Québec de décider de la question, mais le Canada pourrait dire on ne peut pas négocier, on n'a pas aimé la question. Or, je ne vois pas une question aussi claire que celle-là. Voulez-vous que le Québec devienne un pays indépendant? Comment le Canada pourrait refuser de négocier? Ça me semble très clair, mais il faudrait cependant que le Canada respecte la loi référendaire et non pas dépenser plus qu'il n'en avait droit la dernière fois. Et M. Mulcair, qui dit qu'il a participé à cette lutte, a accepté que le fédéral outrepasse les dépenses du camp du Nord. On ouvre le débat. M. Mulcair. Soyons clairs. Les règles normales de la démocratie valent autant au Canada qu'ailleurs. J'étais abasourdi d'entendre M. Trudeau ouvrir le débat en anglais en disant qu'il ne faisait pas confiance aux Québécois avec les règles normales d'une démocratie. C'était pourtant les règles lors du référendum en 80 et du référendum en 95. J'y étais. Je me suis battu pour garder le Canada uni. Je n'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit là-dessus parce que je pense que c'est mieux pour tout le monde de rester dans ce grand ensemble. Mais je respecte la démocratie. Je suis un démocrate et je n'accepte pas que ce qui vaut justement pour l'Écosse et l'Angleterre ne soit pas appliqué ici. M. Trudeau dit que ça va prendre beaucoup plus qu'une majorité, mais il refuse de dire combien. M. Trudeau. D'abord, moi, je dis la même chose en français et en anglais. M. Harper, M. Mulcair aime bien en parler en français. Il ne parle pas du 50 plus 1 en anglais. Moi, je suis la Cour suprême du Canada. Je trouve qu'un premier ministre qui néglige et qui se bat avec la Cour suprême, ça fait 10 ans qu'on en a un. La Cour suprême a dit unanimement qu'un seul vote, ce ne serait pas assez pour séparer le Québec du Canada. Et un premier ministre du Canada se doit de se battre pour l'unité du pays et ça ne surprendra pas personne. C'est ce que je vais faire. C'est faux. La Cour suprême dit qu'il faut être clair au niveau qualitatif, la question, par exemple, la manière de compter les votes, la manière de dépenser, et en termes quantitatifs, dans une démocratie, celui qui gagne, gagne. M. Trudeau, c'est comme la Cour suprême a dit que le Québec n'est pas assez. Je vais finir ma phrase, Mme Dussault. J'ai confiance. Je fais confiance aux Québécois. Les règles normales de la démocratie peuvent s'appliquer ici. M. Trudeau fait pas confiance. La Constitution du NPD exige un 2/3 pour changer la Constitution. M. Trudeau, Mme May, un instant, on va prendre notre souffle un petit peu. M. Harper avait demandé la parole. Oui. J'ai pris des positions sur toutes ces questions il y a 20 ans, pendant et après le référendaire précédent. Et depuis cette époque, 20 ans, les Québécois sont clairs, ils ne veulent pas d'autres référendums.
Je n'ai pas l'intention de rouvrir ces débats ici. Le vrai débat aujourd'hui est sur l'économie, sur nos valeurs, sur notre sécurité, le choix entre des déficits permanents, des hausses de taxes d'impôts et la perte d'emploi, ou des baisses de taxes d'impôts, des budgets équilibrés et la création d'emplois. En parlant d'équilibre du temps, M. Trudeau d'abord, M. Duceppe ensuite. M. Trudeau. Bon, et Mme May après. M. Mulcair reconnaît très bien que pour enlever le mot « nouveau » de la Constitution du nouveau Parti démocratique, parce que ça fait 60 ans qu'ils sont là, il faudrait une majorité, plus qu'une simple majorité, pour changer leur Constitution. Or, pour déchirer en deux la Constitution du Canada, il prétend qu'un seul vote serait assez. La Cour suprême a dit très clairement, unanimement, que ça prenait plus que ça. Il se serait à déterminer lors d'un prochain référendum. Pour moi, que M. Mulcair ait soulevé cette question-là en français à la Saint-Jean-Baptiste et à bien d'autres moments, mais n'en parle pas en anglais, c'est un réel problème pour quelqu'un qui veut être premier ministre. Étant donné l'interpellation directe, Oui, 15 secondes, M. Mulcair, avant de M. Duceppe. La déclaration de Sherbrooke, qui est écrite en anglais et en français, précise notre position là-dessus. Ça, jamais vérifié. Et j'ai dit la même chose dans toutes les interviews que j'ai données depuis les 4 années que je suis là. Madame Dussault, on est conséquent et on est le nouveau parti démocratique. Madame May est impatiente de parler, mais j'avais dit M. Duceppe avant. M. Mulcair dit qu'il respecterait les lois du Québec. Dans 1995, le fédéral n'a pas respecté les limites de dépenses. Moi, j'étais à l'Assemblée nationale, M. Duceppe. Vous étiez à l'Assemblée nationale et vous avez participé au camp du non, et le camp du non avait une limite de financement. Le fédéral ne l'a pas respecté. La Cour suprême a décidé que le fédéral n'avait pas à obéir aux lois du Québec. Est-ce que vous croyez que le fédéral doit se soumettre aux lois du Québec, aux lois référendaires, oui ou non? Ne m'imputez pas de faute qui n'est pas la mienne. J'étais un démocrate dans cette élection-là. J'étais un député à l'Assemblée nationale du Québec. Je me suis battu loyalement. Vous avez participé au Lavin, là, qui était financé par le fédéral, et ça dépassait les limites de financement. Moi, j'étais chez moi. Il n'y a personne qui a financé quoi que ce soit. Arrêtez de m'attribuer des choses qui sont fausses. Est-ce que vous savez? Répondez donc à la question. Est-ce que, selon vous, le fédéral doit... Est-ce que le fédéral doit respecter la loi référendaire du Québec? Oui ou non? C'est clair, ça. Nous, on a mis tout ça par écrit, contrairement aux autres. Non, je vous demande, là, ce soir, dites-le. Dans le... On est dans une loi. Est-ce qu'on peut passer à d'autres choses? Messieurs, est-ce qu'on veut vraiment un Parlement qui adopte sur ces questions? L'économie, c'est la priorité des Canadiens, l'économie, la sécurité et nos valeurs. Oui, selon le Parti vert, c'est clair. Nous respectons le principe d'autodétermination des peuples, les peuples du Québec, les peuples de Première Nation. C'est une question de respect. Mais nous devons travailler ensemble pour un grand projet de société pour éliminer les débats sur les... Ce gouvernement est reconnaître la nation québécoise sans rouvrir un tel débat. Ce n'est pas nécessaire. Oui, mais quand vous avez déjà fait une loi dans l'opposition disant que c'était 50%, dites pas le contraire, M. Harper. Merci, M. Mulcair. Alors, ce thème de la gouvernance de la démocratie de l'institution va se clore sur cette question à vous 5, en ayant chacun 25 secondes pour y répondre, et c'est Patrice Roy qui vous la pose. M. Harper, vous venez de parler de sécurité. Il y a eu ce débat, on a assisté à ce débat au Canada sur le projet de loi, qui est maintenant une loi C-51. Question à tous les chefs, et essayez de parler pour que, je vous en prie, que les gens vous comprennent sur cette question-là qui est importante. Est-ce que le prix à payer pour vivre en sécurité, c'est de donner encore et toujours plus de pouvoir à la police? Autrement dit, je vous demande l'équilibre entre la sécurité et les droits. Monsieur Harper. C'est nécessaire d'avoir la sécurité et la protection de nos droits et nos libertés. Nous faisons les deux. Et c'est important, les deux se renforcent. Et dans notre projet de loi, on donne plus de ressources et des pouvoirs normaux pour des agences de sécurité de police. Maintenant, il y a une vraie menace dans le monde, le terrorisme djihadiste international. On doit être contre ça et on doit protéger nos libertés. C'est ce que nous avons fait. Madame May. C'est clair que cette loi C-51 est la plus dangereuse loi dans l'histoire du Canada. Cette loi rend
les Canadiens moins libres et en même temps rendre le Canada moins sécuritaire. C'est clair que cette loi... Je vais vous demander de déposer votre texte de loi, madame. Je crois qu'on ne doit pas afficher de document. C'est clair que cette loi est vraiment dangereuse et c'est comme nous avions augmenté les risques de collision sans mettre en place un système de feu de signalisation. Madame, Monsieur Trudeau. Monsieur Harper pense qu'on n'a pas besoin de rien faire de plus pour protéger nos libertés. Monsieur Mulcair pense qu'on ne doit rien faire de plus pour protéger notre sécurité. Le Parti libéral veut faire les deux en même temps. C'est pour ça que nous proposons un comité de parlementaires pour surveiller toutes nos institutions de police et de sécurité nationale. C'est cet équilibre-là que le Parti libéral a toujours su faire et qui va continuer de faire. Monsieur Duceppe. Oui, cette loi ne respecte pas le nécessaire équilibre entre liberté et sécurité. C'est ce qu'il faut faire dans notre société, sinon on fait le jeu des fanatiques. Cela étant dit, il aurait fallu renforcer les pouvoirs du comité de surveillance du service de renseignement canadien. Et sur ça, je rappelle que les conservateurs, le NPD et les libéraux ont tous appuyé la nomination d'Arthur Porter au comité de surveillance des services de renseignement du Canada. Or, j'aimais qu'il réponde à cela. Madame, Monsieur Mulcair. Je suis d'accord avec Mme May. Cette loi constitue une attaque en règle contre les droits et libertés de l'ensemble des Canadiens. Quand nous, on a commencé avec notre opposition, il y avait plus de 80 des Canadiens qui étaient en faveur de la loi. Mais sur une question de principe, on s'est tenu debout. Tout comme le NPD était le seul à se tenir debout contre la loi sur les mesures de guerre de Pierre Trudeau qui a mis des centaines de Québécois en prison sans procès. On va abroger purement et simplement la loi. Merci. Nous passons maintenant au quatrième thème du débat, l'environnement. Le monde entier est convié à Paris au mois de décembre pour la grande conférence sur le climat, considérée par plusieurs comme la rencontre de la dernière chance. Vous savez, on compte par millions les déplacés, les réfugiés climatiques. Les cris d'alarme des scientifiques, mais aussi de grandes organisations internationales se font de plus en plus entendre. Même le pape François s'en mêle de ce débat. Le temps presse. La question s'adresse à M. Stephen Harper. Yves Boisvert pose la première question. Le Canada est considéré par plusieurs comme un cancre dans la lutte au changement climatique. Même le secrétaire général des Nations unies a dit que le pays manque d'ambition dans ses cibles. Aujourd'hui, aux États-Unis, le pape a dit qu'il considérait que c'était un enjeu moral urgent. Nos cibles de réduction de gaz à effet de serre ne sont pas la moitié de celles de l'Europe. Monsieur Harper, vous ne serez pas gêné un peu en arrivant à la conférence de Paris sur le climat? Merci pour la question. Pour la toute première fois, sous notre gouvernement, dans une période de croissance économique, on a réduit les émissions de gaz à effet de serre. C'est la première fois qu'on a fait ça. On a fait ça en poursuivant un système de réglementation, en évitant des taxes sur la carbone pour les consommateurs. Il y a, en 2006, quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons proposé qu'on a besoin d'une nouvelle entente internationale qui inclut tous les grands émetteurs. C'était une idée radicale dans cette époque. Maintenant, c'est accepté par tous nos partenaires et nos cibles sont très proches aux autres partenaires. Et je suis très optimiste qu'on va avoir une telle entente à Paris cette année. Et nous travaillons pour faire ça. Première riposte à M. Mulcair. M. Harper a déposé des documents aux Nations unies qui démontrent que la seule et unique raison de cette réduction, parce qu'on avait perdu 400 000 emplois dans le secteur manufacturier, une usine fermée, ça n'émet pas beaucoup de GES. Quand j'étais le ministre de l'Environnement ici au Québec, j'avais un plan clair. Chaque année que j'étais ministre, j'ai réduit les gaz à effet de serre. C'était une priorité. Il faut en faire une priorité. Il n'y a aucun autre sujet plus important pour le prochain premier ministre que de s'assurer qu'on travaille sur les changements climatiques et pour réduire les gaz à effet de serre. C'est un bilan dont je suis fier. Et au fédéral, je vais amener une loi sur le développement durable, comme celle que j'ai amenée au Québec, où on est allé même jusqu'à changer la Charte des droits pour y inclure le droit de vivre dans un environnement sain. Madame May. Oui, j'avais participé aux négociations sur le changement climatique il y a beaucoup d'années. Et c'est clair que quand je regarde la délégation du Canada dans ces négociations, avec les instructions de vous-même, M. Harper, le but de notre délégation, c'est de saboter les conférences sur le changement climatique. C'est pour ça que nous avons perdu notre réputation mondiale. C'est clair qu'on doit préparer
pour les négociations à Paris et ce n'est pas possible si vous restez comme Premier ministre. Monsieur Trudeau. Ça fait 10 ans que M. Harper fait rien sur l'environnement. On le sait très, très bien. Heureusement, entre-temps, les provinces ont pris de l'avance. Le Québec, l'Ontario, la Colombie-Britannique et même l'Alberta sont allés d'avant pour mettre un prix sur le carbone. Nous avons besoin de travailler avec les provinces pour présenter un front commun à Paris en décembre, en fin novembre, pour démontrer que le Canada va faire sa part pour réduire les gaz à effet de serre et reprendre sa place de respect face à la planète. Monsieur Harper. On réduit les émissions de gaz à effet de serre. Pour donner un exemple, on a créé un système de réglementation pour des centrales d'électricité qui est en train d'éliminer les centrales du charbon au Canada. C'est la plus grande source des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et nous serons le premier pays d'éliminer ce genre des émissions. Moi, je pense que M. Harper, son bilan est pitoyable sur l'environnement. Et même le Fonds énergie propre, là, le Québec a reçu 11 millions. Shell Canada, 120 millions. Et M. Molker partage le même avis sur le Fonds d'énergie propre. Or, ce n'est pas le principe du pollueur-payeur, c'est pollueur-payé. Et moi, ce qui me surprend, par ailleurs, c'est que M. Molker et Trudeau sont contre le Northern Gateway, contre le Keystone XL, mais ils sont en faveur d'EnerGS, qui va traverser 600 de nos rivières et le fleuve Saint-Laurent, sont en faveur du projet Belle-Dune à Nouveau-Brunswick, où il va y avoir 240 trains par jour du type de ceux qui sont passés à Lac-Mégantic. Alors, je ne comprends pas comment ils peuvent être contre de tels projets dans l'Ouest, mais pas au Québec. Monsieur Duceppe, le Parti libéral est très clair. Nous devons de rendre nos ressources vers les marchés, mais ça se fait de façon en respectant les communautés. Ça doit se faire avec des partenariats avec les Premières Nations. Ça doit se faire dans la conformité environnementale et scientifique. Or, nous avons besoin de complètement refaire le processus par lequel c'est évalué. J'ai été très clair depuis le début à ce niveau-là et je vais continuer de dire que nous allons réformer le processus d'évaluation environnementale pour qu'on puisse rendre nos ressources vers les marchés sans mettre au péril les générations futures. Mais M. Harper a dit qu'il a mis sur pied un système pour réduire le gaz à effet de serre. Ce n'est pas vrai. Il a annulé le programme et politique pour réduire le gaz à effet de serre. En même temps, il a augmenté les émissions de sable bitumineux et c'est le Parti vert aussi, c'est que contre tous les pipelines qui vont transporter le produit de fossiles bruts. Ce n'est pas bon pour l'économie ni pour l'environnement et c'est contre les buts de réduire le gaz à effet de serre. Je peux montrer une autre façon par laquelle on réduit les émissions de gaz à effet de serre. On investit chaque année, depuis notre arrivée en fonction, plus de milliards de dollars dans le développement de l'énergie propre, de nouvelles technologies, y compris 350 millions de dollars pour le programme du Québec. Et on va continuer ces investissements parce qu'on a un budget équilibré. Ces investissements sont garantis. Monsieur Molker. Le Canada est le seul pays au monde à s'être retiré du protocole de Kyoto et c'est la faute de M. Harper. Ça, c'est son bilan. Les libéraux ont signé Kyoto, mais comme Eddie Goldenberg, l'ancien chef de cabinet de Jean Chrétien, l'a admis, ils n'avaient aucun plan pour rencontrer des objectifs. En fait, sous les libéraux, on a eu un des pires bilans au monde. Je pense qu'il y avait juste le Kazakhstan qui était pire. Ça, c'est le bilan des libéraux. Moi, je vais prendre cette responsabilité très au sérieux. Je vais m'assurer que les Canadiens puissent tabler sur nous pour rencontrer cette obligation pérenne. Monsieur Trudeau, ensuite M. Duceppe. Monsieur Mulcair parle d'avoir été ministre de l'Environnement au Québec, mais il ne comprend pas que son approche pour réduire les gaz à effet de serre est complètement centralisatrice. Il veut imposer d'Ottawa un système de bourse de carbone qui va pénaliser la Colombie-Britannique, qui est allée de l'avant avec une taxe sur le carbone, et qui va imposer son système d'Ottawa sur Québec et Ontario. Vous n'avez pas mis de plan, vous n'avez rien expliqué de votre plan. Vous êtes en train d'être centralisateur et c'est vraiment désolant pour le Québec. Monsieur Trudeau. Monsieur Duceppe, d'abord. M. Molker a déclaré au débat en anglais que NRJS, c'est un win-win-win. Et au Québec, ils veulent nous faire croire qu'ils ne sont pas tout à fait pour. Je prends des citations. En 2010, Thomas Molker disait en français « Nous savons qu'il est impossible de continuer l'exploitation des sables bitumineux sans gravement affecter la santé des êtres humains et sans détruire à tout jamais d'importants écosystèmes. » Tom Molker, en anglais, en 2012,
Vous ne m'entendrez jamais parler contre le développement des sables bitumineux. J'aimerais savoir si Tom parle à Thomas de temps à autre et quelle est la véritable position du NPD. Vous êtes interpellé 15 secondes avant de M. Harper. Je n'approuverai jamais Énergie Est avec le système bâclé de M. Harper. Il n'y a pas de possibilité d'approuver quoi que ce soit. Il a éviscéré un ensemble de lois environnementales. Il n'y a plus de processus complet et crédible au Canada. Et encore une fois, c'est la faute de Stephen Harper. L'ancien gouvernement a signé l'accord, signé le protocole de Kyoto et a raté les cibles par 30 %. Ce n'est pas juste d'exposer les contribuables du Canada à des peines pour ça. On poursuit sur ce même thème. Prochaine question, Patrice Roy. Oui, bien, c'est directement en ligne avec ce que vous venez de discuter. Depuis la tragédie de lac Mégantic, c'est une évidence. Les gens sont très sensibles à la question du transport du pétrole. Monsieur Mulcair, M. Duceppe vient de vous accuser de ne pas avoir été tout à fait clair. Je vous donne l'occasion et l'occasion à tous les chefs. Et je vais la formuler comme ça. Est-ce que vous préférez les pipelines ou les trains? Avec un processus complet, crédible d'évaluation environnementale, on va pouvoir inclure toutes les questions de sécurité, mais surtout inclure les changements climatiques et les gaz à effet de serre. Ça n'a jamais été fait. Et quand nous, on va faire des règles, ça va être complet, crédible, inclure les gaz à effet de serre. Sur le transport, sur la sécurité en général, c'est une des principales responsabilités de tout gouvernement, c'est de protéger le public. Avec M. Harper, il a évacué les lois. Il laisse les compagnies ferroviaires s'inspecter elles-mêmes, mais en plus, il laisse les compagnies qui font de la production alimentaire s'inspecter elles-mêmes. C'est pour ça qu'on a eu les deux plus importants rappels de viande avariée de l'histoire du Canada. Il faut que le gouvernement assume le rôle de protection du public. Le débat s'ouvre à 5. M. Harper, vous avez été interpellé par M. Mulcair. Je pense que le bilan des pipelines sont très sécuritaires, mais avant d'approuver un pipeline, le gouvernement a un processus indépendant scientifique et on poursuit ses recommandations. Par exemple, pour le Northern Gateway, le comité indépendant a recommandé 200 conditions. On a mis en vigueur ces conditions pour l'approbation. C'est nécessaire d'avoir des processus indépendants avec une date limite de 2 ans, c'est 2 ans, et c'est nécessaire de suivre les évaluations scientifiques et pas seulement des opinions des politiciens. C'est clair que le problème, ce n'est pas les pipelines ou les trains. Le problème, c'est le produit. Et quand on a une stratégie économique où le but, c'est l'export de produits fossiles bruts. Les produits de sable bitumineux brut sont plus dangereux pour le transport. Un seul accident pétrolier va contaminer tous les cours d'eau. Et c'est pour Québec, c'est très important de protéger le fleuve Saint-Laurent. Ce n'est pas une autoroute de pétrole. M. Harper a démontré depuis 10 ans qu'il ne comprend pas qu'au 21e siècle, l'économie et l'environnement, ça va ensemble. On ne peut pas développer des emplois ou développer nos ressources ou les rendre au marché si on n'est pas en train de s'occuper de l'environnement, si on est en train de marginaliser, comme il l'a fait, le processus d'évaluation, les partenariats avec les communautés Premières Nations, les partenariats avec les communautés touchées par ces projets. Nous avons besoin de restaurer la confiance dans un gouvernement qui sera arbitre et non cheerleader pour les projets de pipeline. Et c'est pour ça d'ailleurs que M. Harper a tellement de misère à avoir cette confiance publique nécessaire pour développer nos ressources et créer des emplois. M. Harper. C'est intéressant d'entendre les perspectives de ces partis très négatives envers le secteur énergétique et les pipelines. C'est tout à fait le contraire quand on a fait le débat à Calgary. Pour nous, on encourage les investissements dans le secteur énergétique, mais pour des projets avant de l'approbation, on doit avoir une évaluation scientifique qu'on suit. Monsieur Duceppe. Oui, la question, c'est de savoir des pipelines ou ben non des trains. Je vous dirais, Énergie Est, là, ça ne diminue pas le transport ferroviaire, puisque ce pétrole-là ne sera ni consommé ni raffiné au Québec. Ça va continuer à augmenter et il y avait 500 wagons en 2009 du genre de celui à Lac-Mégantic. En 2013, 460 000. Hein? C'est ça, la réalité. Or, moi, la question que je pose aux autres chefs, c'est est-ce qu'il ne serait pas normal que ce qui passe sur le territoire du Québec soit décidé
par l'Assemblée nationale du Québec en vertu des recommandations du BAP et non pas par l'Office national d'énergie à Calgary, contrôlé par les pétrolières, et que ça soit décidé par Ottawa. Est-ce que ce n'est pas aux Québécois, aux Québécoises de décider ce qui va passer sur leur territoire et non pas à Ottawa sur recommandation de Calgary? C'est la même question pour les gens de Colombie-Britannique. Nous avons la même question. Pourquoi le gouvernement fédéral a exigé que nous acceptions les pipelines Kinder Morgan et pipelines Enbridge? Parce que les peuples de Colombie-Britannique sont en solidarité avec les peuples de Québec et dit non au pipeline avec les produits bruts de fossiles. Monsieur Trudeau. Bon, la réalité, c'est qu'on a besoin de reconnaître que le Canada a besoin d'une stratégie énergétique, a besoin de coordonner avec les provinces pour montrer du leadership, pour démontrer qu'on peut créer des emplois partout, de la croissance économique, mais de ne pas mettre en danger notre environnement. M. Harper a complètement failli. Je comprends que les gens sont inquiets à ce niveau-là, mais nous devons le faire ensemble. M. Harper, au Québec a décidé... M. Harper. L'idée de l'énergie Est, c'est de remplacer le pétrole étranger avec le pétrole canadien, de faire son développement ici au Canada et d'assurer l'approvisionnement pour tous les Canadiens. Mais c'est faux, ça mais on aura une évaluation scientifique avant de décider. Nous n'avons pas c'est ni consommé ni raffiné au Québec. Ça, ni raffinerie au Canada d'Atlantique. Nous n'avons pas une raffinerie qui a capacité de raffiner le produit brut de bitumineux. Ça, c'est le problème. C'est pour raffiner en Alberta. Ça, c'est la solution. Monsieur Mulcair. Monsieur Harper parle de création d'emplois. L'oléoduc Keystone XL va exporter 40 000 emplois vers les États-Unis. Et ce n'est pas mon chiffre, c'est son chiffre. C'est le chiffre qu'il a utilisé pour vendre ce projet-là aux Américains. Monsieur Harper et Monsieur Trudeau veulent exporter à l'État brut, sans valeur ajoutée, nos richesses naturelles. Au cours des 15 prochaines années, il va se dépenser à travers le monde 5 000 milliards en énergie propre et renouvelable. On n'est même pas dans le marché parce qu'eux, ils n'y croient pas. Nous, on va en faire une priorité, mais on va aussi s'assurer d'ajouter de la valeur à nos richesses naturelles et pas les exporter à l'État. Le chef national ne comprend pas que des exportations créent des emplois à deux côtés et deux côtés de frontières dans les deux pays. C'est la raison pour laquelle on encourage les exportations. Mais voilà l'idéologie protectionniste du NPD. Non, 40 000 emplois que je préfère créer au Canada, M. Harper. Je veux les créer au Canada, ces emplois, M. Harper. Vous voulez les créer aux États-Unis. On parle de pétrole aujourd'hui, mais on sait que quand on parle des années à venir, il va y avoir énormément de préoccupations par rapport à l'eau. Et on parle de l'exportation. Or, M. Mulcair, qui aime parler du fait qu'il était ministre de l'Environnement ici au Québec, proposait des exportations en vrac de notre eau vers les États-Unis. Alors, il faudrait qu'il explique pourquoi il a voulu faire ça quand on parle d'exportation d'eau. Il reste peu de temps, 15 secondes pour réplication, M. Duceppe. C'est spectaculairement factice. Et ça démontre encore une fois... On vous a cette vidéo, vous avez comparé ça à la foresterie, M. Mulcair. Il y a eu un débat sur la vidéo. Laissez répondre, M. Mulcair. Ou à pas renouveler. En train de pas dire la vérité encore. J'ai les restrictions les plus sévères d'Amérique du Nord. Le résultat, c'est que j'ai maintenu des restrictions. Vous ne comprenez pas qu'il faut avoir des débats parfois parce que vous, quelqu'un doit vous écrire vos lignes. Moi, je m'en suis excusé moi-même, madame. Monsieur Trudeau. Non, il continue de dire qu'il ne l'a pas fait. On l'a sur vidéo. J'ai voté pour les restrictions de l'eau en vrac. Sévères en Amérique du Nord, M. Trudeau. Dites pas n'importe quoi. Sur le thème de l'environnement, la même question aux 5 chefs. La première riposte ira à M. Duceppe. Yves Boisvert. Le transport est responsable d'environ la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Plusieurs Canadiens voudraient rouler dans une voiture verte, mais elles sont souvent hors de prix. Est-ce que c'est une bonne idée pour le gouvernement de subventionner ces véhicules-là? Exactement la proposition que nous avons faite. Québec donne déjà des crédits d'impôt pour l'achat d'une voiture électrique ou hybride. Or, Ottawa devrait faire la même chose, accorder des crédits d'impôt pour les voitures hybrides ou électriques. Et de cette façon-là, on réduirait effectivement les gaz à effet de serre. C'est au Québec qu'il y a le plus d'autos électriques. M. Harper. Comme je viens de dire, le fédéral investit $1 milliard chaque année pour développer les nouvelles technologies. La technologie verte, c'est un bon investissement pour le système de transport
poursuivons un système de réglementation en collaboration avec les États-Unis pour ce secteur et ça va continuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Madame May. Peut-être que ce n'est pas une très bonne idée. Vous avez prêté 500 millions de dollars à Volkswagen en avril, mais quand même, nous sommes au début d'une révolution économique, une révolution technologique vers une nouvelle économie verte. Actuellement, nous avons créé déjà plus d'emplois dans les technologies propres que dans le sable bitumineux. Déjà. Monsieur Mulcair. C'est une occasion en or pour le Québec de participer à ça. Nous avons déjà la plus grande proportion d'énergie propre et renouvelable de toute autre juridiction en Amérique du Nord. Profitons-en. On a des technologies de pointe. On peut développer des véhicules électriques ici. Il faut en faire une priorité. Mais il faut aussi croire à un rôle positif pour le gouvernement. M. Harper n'y croit pas. On sait qu'il y a une énorme dépense qui va se faire à travers le monde là-dedans. Nous, on va être à l'avant-plan, un champion pour le secteur de fabrication. M. Trudeau. Le Parti libéral du Canada propose des investissements records dans des infrastructures vertes de 20 milliards de dollars sur 10 ans. On a aussi des investissements dans l'économie verte, dans la recherche, dans l'augmentation de notre capacité de compétitionner de façon propre partout dans le monde dans notre développement. C'est ce que le Parti libéral a un plan pour faire. Les autres continuent juste d'en parler. Nous, on va agir immédiatement. Merci. Nous passons maintenant au 5e et dernier thème de la soirée, le Canada dans le monde. Jamais peut-être depuis la Deuxième Guerre mondiale, les conflits dans le monde et les crises humanitaires n'ont à ce point mis à l'épreuve la stabilité du monde et chaque pays doit faire face à de très lourdes responsabilités. Qu'avez-vous à proposer? Quels sont vos choix? La question s'adresse à M. Trudeau et c'est Patrice Roy qui la pose. Merci Anne-Marie. Le Canada, et c'était un gouvernement libéral, s'est engagé en Afghanistan avec un lourd sacrifice en vies humaines et en blessés. Inutile de le souligner, on le sait tous. M. Trudeau, comme M. Mulcair, vous pensez qu'il faut cesser les bombardements contre le groupe armé islamique en Irak et en Syrie. Question que j'espère la plus simple possible, même si c'est un problème complexe. Si on refuse de se battre contre les horreurs de l'État islamique, contre quoi et contre qui le Canada ira se battre? Le Parti libéral est très clair. Le Canada a un rôle important à jouer dans la lutte contre l'État islamique, y compris un rôle militaire. Nous croyons que, comme on a fait en Afghanistan, nous pouvons faire de la formation sur le terrain avec nos militaires des forces armées locales. On le sait depuis bien des années que quand on envoie des troupes ou une intervention occidentale dans cette région-là, ça finit toujours par causer autant de troubles, sinon plus, que ça règle. C'est pour ça que le Canada se devrait d'aider de former les armées locaux, arrêter le bombardement, faire beaucoup plus au niveau humanitaire et surtout réfugiés. C'est pour ça que ça fait 6 mois que le Parti libéral demande au gouvernement d'amener immédiatement 25 000 réfugiés syriens. Le Canada a toujours été un pays engagé dans le monde. On a perdu beaucoup de plumes depuis 10 ans de M. Harper. Nous devons reprendre notre place pour avoir un impact positif dans la lutte pour la sécurité et pour aider les gens dans la détresse. Première riposte, M. Duceppe. Bien sûr qu'il faut donner la priorité à l'aide humanitaire. Cependant, il arrive des moments dans l'histoire où il faut intervenir militairement. J'ai rencontré je ne sais combien de gens qui ont reproché au Canada et à beaucoup d'autres pays de ne pas être intervenus au Rwanda. Hein? Et on en a tiré la leçon. Le Canada est intervenu au Kosovo avec des frappes militaires, rappelons-le, parce qu'il y avait un génocide qui se produisait. Et on a accueilli des Kosovars ici, 6 000 en quelques semaines. Là. On pourrait accueillir très rapidement les 10 000 Syriens, non pas attendre 2018, mais on ne peut pas faire d'aide humanitaire, cogner à la porte de l'État islamique et dire nous venons d'apporter de l'aide humanitaire. Les principales victimes de l'État islamique, de l'armée islamique, là, ce sont des musulmanes, des femmes, des fillettes. On ne peut pas laisser des crimes contre l'humanité se perpétuer sous prétexte qu'on n'intervient pas militairement. On poursuit une politique équilibrée pour les réfugiés, pour l'aide humanitaire, pour les millions qui restent dans la région et surtout aussi la mission militaire contre le soi-disant État islamique. Il y a une soixantaine de pays qui sont impliqués dans cette mission. Ce groupe a l'intention d'utiliser la Syrie et l'Irak
comme une base pour des opérations terroristes contre le monde, y compris le Canada. Et c'est une grande menace à notre pays. C'est la raison pour laquelle nous sommes là avec nos alliés. C'est nécessaire de continuer la pression contre ce groupe terroriste. Madame May. C'est nécessaire, c'est absolument nécessaire de faire les choses qui sont utiles. Et c'est inutile d'avoir le bombardement contre l'État islamique. Ce n'est pas la guerre civile, ce n'est pas causé par l'État islamique. Et la crise humanitaire est causée par le dictateur Bachar al-Assad. La guerre civile est causée par le dictateur Bachar al-Assad avec son bilan meurtrier. Il a tué 8 fois plus de gens que l'État islamique. Dans cette guerre civile, il y a les groupes horrifiques. Il y a l'État islamique qui était contre Bachar al-Assad aussi. Al-Qaïda contre Bachar al-Assad. El-Nusra contre Bachar al-Assad. Et avec Bachar al-Assad, le Hezbollah. Il n'y a pas un groupe là pour donner l'appui. C'est seulement nécessaire de travailler pour la paix et pour arrêter le financement de l'État islamique. Monsieur Mulcair. Oui, le Canada peut jouer un rôle. Il faut couper les vivres à la source, arrêter que l'argent s'y rende, arrêter que les armes s'y rendent et s'assurer que les combattants étrangers s'y rendent pas. Mais pour ce faire, il faudrait que le Canada signe le traité international sur le trafic d'armes. Nous sommes le seul membre de l'OTAN à ne pas l'avoir signé. Pour ce qui est du projet de loi C-51, totalement silencieux sur la radicalisation, qui est une source justement de ces combattants étrangers. Nous sommes opposés à un rôle de combat actuel en Irak et en Syrie, et on le dit clairement. Pas de demi-mesure. Nous sommes plutôt d'accord avec les Verts sur cette question-là. On ne participerait pas à cette guerre. Monsieur Harper. Ce n'est pas nécessaire de choisir entre l'aide humanitaire et les missions militaires. On doit faire les deux, et on fait les deux. C'est la même chose avec la sécurité et les libertés. Ce n'est pas nécessaire de choisir. On doit faire les deux dans ce monde dangereux. C'est ce que nous avons fait. Monsieur Trudeau. Monsieur Harper a toujours parlé de ça, mais la réalité, c'est qu'il n'est pas en train d'investir comme il faut dans nos forces armées. Il n'est pas en train d'obtenir les équipements nécessaires. Il n'est pas en train de s'occuper de nos anciens combattants quand ils reviennent. Et il n'est pas en train de faire l'aide humanitaire ni l'aide aux réfugiés qu'on devrait avoir. Le Canada fut jadis un pays respecté dans le monde pour ses interventions, pour son engagement dans le monde. Et depuis 10 ans, avec M. Harper, on s'est retiré, on est devenu plus mesquin, moins canadien à l'échelle internationale. Il faut que ça change. C'est ridicule. On rebâtit les forces armées après la décennie de noirceur des cris vous par dépensez nos forces militaires moins que nous, de l'ancien gouvernement libéral. C'est essentiel de faire ces investissements et de participer dans le monde pour la question de réfugiés. On a déjà dit plus de réfugiés, plus vite, mais en protégeant toujours notre sécurité et en assurant la sélection des réfugiés les plus vulnérables par notre pays. Monsieur Duceppe. Mais il faudrait être conséquent, M. Harper, cependant. Quand on se bat contre l'État islamique, le soi-disant État islamique, il faut savoir que l'idéologie qui est prônée là a été financée et promue par l'Arabie saoudite. Et on vend des milliards pour des milliards d'armes à l'Arabie saoudite. Est-ce qu'il ne serait pas cohérent de dire ça suffit, entre autres en pensant seulement à Raif Badawi, de dire ça suffit, on cesse la vente d'armes à l'Arabie saoudite. Ça serait conséquent que la position que l'on a dans cette lutte contre l'État islamique, l'armée islamique, comme la Suède l'a fait, par exemple. C'est nécessaire aussi de contrer le financement de l'État islamique. Et je parle de l'Arabie saoudite, c'est de vendre des armes. Obama et les autres alliés travaillent sur ça. Comme nous travaillons sur la radicalisation, le Canada a le programme d'anti-radicalisation et d'intégration qui a la plus grande réussite du monde. Pas répondu, M. Harper. La vente d'armes à l'Arabie saoudite, est-ce qu'on ne devrait pas cesser ça? La question est claire. Je ne vous demande pas de me compter toutes sortes d'histoires. Cette question-là précise. Est-ce qu'on ne devrait pas cesser de vendre des armes à l'Arabie saoudite? On a compris votre question, M. Monsieur Duceppe, nous avons le plus grand contrat d'exportation dans l'histoire au Canada. Nos alliés allons faire la même chose. Ce n'est pas un appui
pour l'État islamique, c'est un appui pour un allié et pour notre industrie. L'Arabie saoudite est un de vos alliés. Très bien, j'en prends note. On a un gouvernement qui continue de parler de nos forces armées, de vouloir utiliser les forces armées comme appui pour son agenda de peur et de sécurité, mais il ne donne pas les outils nécessaires. Nous proposons d'annuler les F-35, d'investir dans la marine canadienne et de s'occuper de nos anciens combattants comme eux, ils n'ont pas fait depuis 10 ans. Mais Mme May, ensuite Oui, de M. Harper a fait les choses dans les changements des lois pour l'immigration et réfugiés qui rendent le système absolument comme un cauchemar. C'est impossible d'aider les réfugiés maintenant. Au contraire, dans le temps passé, pour aider les peuples de Vietnam. On doit changer les lois et aussi garantir la sécurité. Monsieur Mulcair. Avant de s'engager à mettre nos militaires en danger, il faut avoir un mandat clair, une stratégie de sortie et être à la hauteur des risques encourus par nos militaires et par leurs familles. J'écoutais M. Trudeau tout à l'heure parler du fait qu'il faut arrêter la politique de peur de M. Harper. Il a voté pour le projet de loi 51 parce qu'il avait peur de M. Harper. Alors, au contraire, monsieur... Question de relance, si vous voulez bien. Question de relance. Question de relance par Yves Boisvert, et vous allez avoir l'occasion de continuer sur ce thème. On fait face ces jours-ci à la plus grande crise de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale en Europe. M. Harper, qu'est-ce que vous répondez à l'ancien chef d'état-major de l'armée canadienne, Rick Hillier, selon qui la question de la sécurité, ce n'est qu'un prétexte que vous utilisez pour ne pas agir, que le Canada n'en fait pas assez et qu'on pourrait même aller jusqu'à accueillir 50 000 réfugiés d'ici la fin de l'année? Yves, quand on a vu la photo de ce garçon sur la plage, tout le monde a été touché par ça. Je me souviens de mon fils Benjamin à même âge, en courant sur la plage. On est tous touchés par ça. Mais on doit répondre d'une façon généreuse et responsable. Même avant, c'est mon chef. J'ai déjà annoncé plus de réfugiés que nous accepterons de cette région. J'ai annoncé maintenant un système plus vite. J'ai annoncé l'aide humanitaire, un fonds de contrepartie pour la région pour encourager les dons. En même temps, ce n'est pas le temps de juste ouvrir les vannes. Ce n'est pas responsable. On doit maintenir notre système de sélection, de sélectionner des groupes prioritaires et d'assurer notre sécurité. M. Trudeau. Ça fait des années qu'on est à la Chambre des communes à regarder M. Harper dire qu'il est en train d'aider les réfugiés, mais de ne rien faire. Il rate toutes les cibles, même très modestes, qu'ils ont mis de l'avant. Il est temps que le Canada redevienne un pays qui accueille les gens en détresse. On a toujours su équilibrer la sécurité avec cette générosité. Ça n'a jamais été question. Il l'utilise comme distraction, comme M. Boisvert l'a souligné, et il continue d'esquisser la question de pourquoi le Canada n'est pas en train d'être le pays que les gens à travers le monde ont toujours vu le Canada comme étant. M. Duceppe. Oui, moi je crois qu'on devrait s'inspirer de ce qui s'est passé au Kosovo. On est intervenu militairement, mais on est intervenu pour accueillir ici des Kosovars très rapidement, en peu de semaines, en le faisant avec la Croix-Rouge, en le faisant avec les provinces. Les représentants de chacune des provinces, ministres de l'immigration, là où il y en a, ont rencontré le fédéral, ont établi des cibles parce que ces gens-là vont vivre quelque part, dans les provinces, dans les municipalités. Les provinces sont prêtes, les municipalités sont prêtes, la Croix-Rouge est prête, c'est le fédéral qui n'est pas prêt. M. Harper. Ah, Mme May, plutôt, oui, ça, oui, c'est vrai, c'est clair que le gouvernement fédéral n'a pas réussi dans leur engagement pour l'acceptance de 10 000 réfugiés. C'est clair que le surplus budgétaire est réalisé de l'année passée avec les décisions d'arrêter les dépenses. Presque 9 milliards de dépenses. Ça inclut les dépenses, c'est accepté dans le budget. Ils ont arrêté les dépenses pour aider les réfugiés et aussi pour les communautés autochtones et aussi pour les investissements des infrastructures. Réplique de M. Parlons franchement du bilan. Nous avons accueilli 250 000 de réfugiés depuis notre arrivée en fonction. C'est un des programmes les plus généreux du monde. On accepte des réfugiés de tous les coins du monde, y compris déjà 23 000 de la Syrie et de l'Irak, de la région.
Mais ce n'est pas responsable juste de dire qu'on va ouvrir les vannes. Ce n'est pas une approche responsable. On a une approche généreuse, équilibrée, mais aussi responsable et réfléchie. M. Mulcair. Ça a été démenti et prouvé que c'est complètement faux, les chiffres que M. Harper est en train de nous mettre ici ce soir. Ce petit garçon-là, il avait un nom. Il s'appelait Alan Kurdi. Sa famille avait essayé, à travers un de nos députés, de commencer le processus. Et tout ça a été donné au ministre Alexander. Après coup, évidemment, ils ont essayé de faire des nuances, mais la réalité, c'est que le ministre Alexander ne fait rien. Il demandait à nos députés d'apporter ça plutôt que de soulever ça à la période des questions. On a essayé. La réalité, Mme Dussault, c'est que Chris Alexander ne dit pas la vérité aux journalistes, ne dit pas la vérité aux Canadiens depuis le début de ça. Les Nations unies ont demandé au Canada d'accepter 9 000 d'ici Noël. Il faut le faire. Les Nations unies nous ont demandé d'amener 46 000 au cours des 4 prochaines années. Merci. Nous allons le faire. Cette histoire du NPD est tout à fait fausse et c'est déjà prouvé. Le NDP devrait c'est vous qui devriez vous excuser. C'est vous qui devriez vous excuser, M. Harper. Même la famille a dit. Nous avons longtemps proposé d'amener 25 000 réfugiés syriens immédiatement. Oui, en s'occupant de la sécurité, mais aussi en sachant que c'est comme ça que le Canada a été bâti. Que ce soit les Vietnamiens venus à la fin de la guerre du Vietnam, où on en a accepté presque 60 000. Ça a eu un impact extrêmement positif et on voit souvent ça ici à Montréal avec bien des communautés. On a besoin d'être une fois de plus le pays généreux qu'on a été. Or, M. Harper, quand les réfugiés arrivent, il leur enlève leur système de santé. Il leur enlève la capacité d'élever bien leurs enfants en sécurité et en santé. C'est pas ça la générosité qu'on doit avoir en tant que pays. Monsieur Harper, ce n'est pas vrai. On a un système de santé pour nos réfugiés, pour nos nouveaux immigrants, mais quand on a été rejeté par le système parce qu'on a fait une prétention fausse, c'est là où on coupe le système de santé. On ne doit pas donner un système de santé meilleur pour les prétentions fausses. Il n'y a plus personne qui vous croit, M. Harper, de toute façon. Monsieur Doucet. Moi j'ai proposé au tout début de cette crise de dire qu'il ne faut pas en faire une question partisane, de réunir les gens de tous les partis, de travailler en concert avec la société civile, je parlais de la Croix-Rouge, de travailler avec les provinces, avec les municipalités. C'est ça qu'il faut faire. On l'a fait dans le cas du Kosovo, avec succès. Avec succès. Okay. On a évité un génocide là-bas. Il y a des crimes contre l'humanité. Ce sont les femmes, les musulmanes, qui en sont les premières victimes. Je pense, M. Harper, vous devriez agir rapidement et qu'on cesse de faire de la partisanerie sur ça, puis qu'on s'occupe des gens qui souffrent, des femmes en premier lieu. 20 secondes, M. Harper, on a M. Trudeau. Notre gouvernement, notre pays répond d'une façon compatissante, généreuse et réfléchie. Les autres partis disent toujours juste plus de réfugiés, plus vite, plus de chiffres. Mais on a un chiffre qui est très généreux et on agit d'une façon responsable. Il y a juste M. Harper qui pense qu'il est en train d'agir de la façon que le Canada a toujours agi à l'échelle internationale. On a été un pays qui a bénéficié énormément des vagues successives de réfugiés et d'immigrants et c'est son gouvernement qui est en train de refermer les portes du Canada. Actuellement, le système pour aider les réfugiés ne marche pas. Comme député, je travaille avec les Syriens canadiens dans ma communauté. C'est vraiment difficile parce qu'il y a trop de règlements. Alors, 5 secondes chacun. Monsieur Mulcair, ensuite M. Harper. Les Canadiens veulent un gouvernement qui représente leurs valeurs. À l'international, ça manque cruellement avec M. Harper. On a déjà annoncé des réformes au système de réfugiés pour accepter des réfugiés plus vite. C'est une position responsable. C'est déjà le moment dans ce thème, le Canada dans le monde, d'une question pour vous 5, avec 25 secondes pour répondre. Maîtresse Roy, vous posez cette question. Sur le thème « Comment condamner l'inacceptable », je vous ramène, par exemple, autrefois, le Canada qui a joué un rôle actif contre l'apartheid dans le monde, Brian Mulroney, pour ne pas le nommer. L'Arabie saoudite doit décapiter et crucifier sous peu un jeune homme de 21 ans qui a comme seul crime manifesté contre le régime il y a 4 ans. Ça fait le tour du monde aujourd'hui. Seriez-vous prêt à imposer des sanctions contre l'Arabie saoudite si elle procède comme prévu à l'exécution? Je vous donne un exemple de sanction. Par exemple, l'annulation d'un contrat militaire. On a vendu pour 15 milliards, le Canada a vendu pour 15 milliards de dollars de blindés l'an dernier.
Monsieur Mulcair, première riposte. On a un exemple encore plus proche de chez nous, Raif Badawi. J'ai eu l'occasion de rencontrer sa femme, ses enfants vivent à Sherbrooke. C'est indigne et c'est complètement barbare d'imposer des peines de flagellation comme ça. Il faut que le Canada continue à suivre un modèle qu'on a déjà suivi. Regardez le bilan des droits humains avant de conclure une vente. M. Harper ne le fait plus. Merci. Monsieur Duceppe. Je l'ai dit tantôt, il faut interrompre les ventes à l'Arabie saoudite. Il y a le cas du jeune homme qui sera décapité, c'est incroyable. Et Raif Badawi aussi, on doit intervenir. On doit dénoncer également l'élection du représentant de l'Arabie saoudite à la tête de la Commission des droits de la personne aux Nations unies. Mais c'est une moquerie que d'élire quelqu'un d'un tel pays à la tête de ce qui devrait être un comité qui s'occupe des droits de la personne. Monsieur Harper. On a toujours dénoncé ces incidents comme ça, ce traitement comme ça. On est pour les droits de la personne à travers la planète. C'est la même chose pour le cas de M. Badawi. Notre gouvernement a dénoncé ça. Nous avons indiqué que nous accepterons M. Badawi, qui n'est pas citoyen canadien, à n'importe quel moment. Mais ce n'est pas juste de punir des travailleurs d'une usine à London pour ça. Ce n'est pas de gros bon sens. Monsieur Trudeau. Le Canada a toujours pu faire plus pour influencer la situation dans le monde en travaillant avec les autres pays. Or, depuis 10 ans, on a tellement perdu que tout simplement de dénoncer, c'est plus assez. Nous devons de travailler avec nos alliés pour exiger à l'international que les pays commencent à se comporter de façon pour respecter beaucoup plus les droits humains. Et le Canada, malheureusement, n'a plus la voix qu'on avait avant que M. Harper devienne premier ministre. Merci, M. Trudeau. Madame May. Oui, c'est clair que nous avons allié avec l'Arabie saoudite et ignoré le bilan des bus de droits humains, ignoré les bus dans le pays et en même temps, nous avons vendu des armements vers l'Arabie saoudite. C'est affreux et on va le terminer. Merci, Madame. Et merci à vous cinq. Le temps est venu de vous entendre avec votre conclusion de ce débat de ce soir. Vous avez chacun 1 minute pour le faire. Le tirage au sort a désigné M. Harper pour commencer. Merci beaucoup. Chers amis, la situation économique et politique mondiale demeure très inquiétante. Ce n'est pas le temps de jouer avec notre économie ni avec notre sécurité. Le choix de cette élection est clair. Qui est prêt à bâtir un pays sécuritaire et qui peut protéger notre économie. Nous avons un plan de réduction de taxes et d'impôts, de dépenses abordables et efficaces et d'un budget équilibré. Les Québécois et tous les Canadiens veulent des baisses d'impôts, des emplois stables, un bon avenir pour leurs enfants, une bonne retraite pour nos aînés. Ils veulent que les nouveaux citoyens prêtent serment avec à visage découvert. Ce sont des valeurs des Québécois, ce sont des valeurs canadiennes. C'est aussi le bilan et les priorités de notre gouvernement conservateur. Le 19 octobre, voter pour protéger notre économie, protéger notre sécurité, protéger nos valeurs. Merci, M. Harper. M. Trudeau. Vous venez d'entendre M. Harper vous dire qu'au fond, on ne peut pas faire mieux. Moi, je ne suis pas en accord avec lui. Et de Sept-Îles à Sherbrooke, jusqu'à Saint-Élie-de-Caxton, jusqu'à Moncton, jusqu'à Saint-Boniface, les gens m'ont dit à travers le pays qu'ils ne sont pas d'accord avec M. Harper. On peut faire mieux. J'ai un plan qui va créer des emplois, qui va avoir un impact direct dans vos vies. On va baisser les impôts pour la classe moyenne. On va donner des allocations plus généreuses aux familles et on va faire des investissements historiques dans vos communautés. C'est un plan qui va créer des emplois et de la croissance économique et qui va mettre plus d'argent dans vos poches et ça commence tout de suite. M. Mulcair pense qu'on peut attendre des années. Il a tort. Le moment pour investir, c'est maintenant. Retroussons-nous les manches. Nous pouvons faire mieux. Ensemble, avec votre appui, nous allons faire mieux. M. Trudeau, merci. M. Mulcair. Tous les jours, nous voyons les inégalités et les injustices grandir, tandis que les emplois de qualité et le filet social disparaissent peu à peu. Tous les jours, les menaces à la paix et à l'environnement à l'échelle de la planète nous interpellent. Ce sont là nos vrais défis comme société. Quel héritage allons-nous laisser à nos enfants et à nos petits-enfants? Un pays fermé, guerrier et pollueur?
Au NPD, nous avons commencé quelque chose en 2011 et j'ai tellement hâte que les progressistes du Québec et du reste du Canada puissent travailler ensemble pour bâtir l'avenir de nos rêves. Avec mon expérience de 35 ans au service des citoyens, comme votre premier ministre, je prends l'engagement de continuer de me tenir debout pour vous. Au NPD, nous avons le leadership et l'expérience pour battre et remplacer Stephen Harper avec un gouvernement qui nous ressemble et qui nous rassemble. Merci. On continue. Merci, M. Mulcair. Madame May. Merci. Encore une fois ce soir, nous avons vu les autres chefs qui se chamaillaient. Les électeurs sont vraiment fatigués de ce type de politique. Moi aussi, je fais la politique autrement. C'est clair que maintenant, après la décennie de destruction par M. Harper, nous avons le grand rattrapé à faire. C'est clair que, pardonnez-moi, le grand rattrapage à faire. C'est urgent. C'est urgent que nous mettions sur pied encore les lois pour les protections d'environnement, pour suivre les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation, d'investir dans les infrastructures des municipalités, d'alléger les dettes étudiantes, d'agir contre les gaz à effet de serre. Tout c'est possible. Votez pour les Verts. Votez pour vous. Merci, Mme May. Le mot de la fin, M. Duceppe. Bien, merci. Ce soir, on a enfin parlé des enjeux qui vous préoccupent. J'ai parcouru tout le Québec pour aller à votre rencontre. Je vous ai écouté pour bien comprendre vos inquiétudes, vos aspirations, vos espoirs. On a parlé des oléoducs qui vous inquiètent, de l'assurance-emploi, de la gestion de l'offre. On a parlé de santé, de relance économique plutôt que d'austérité. On a parlé des droits de la femme, du droit à la pleine égalité. Vous m'avez beaucoup parlé de votre opposition au vote à visage couvert, de votre volonté comme Québécoises et Québécois qu'on se tienne debout. Vous avez vu ce soir que nous formons une seule partie qui représente vraiment le Québec sur toutes ces questions. Pour ma part, je suis revenu par conviction, pour le Québec. Parce que je crois, moi aussi, qu'on a tout à gagner à se tenir debout, tous ensemble. Vous pouvez compter sur moi. Moi, je compte sur vous. Bonne fin de soirée. Merci, M. Duceppe. C'est sur cette note que se termine ce grand débat, qui est le seul débat à vous réunir tous les 5. Alors, au nom de tous ceux qui ont suivi le débat ce soir sur toutes les plateformes à travers le pays, un immense merci. C'est un grand privilège de vous entendre tous les 5 ensemble sur le plateau de Radio-Canada et en partenariat avec la presse. Merci beaucoup et bonne fin de campagne. On va vous suivre à la trace, c'est certain, grâce à des collègues journalistes comme Yves Boisvert et Patrice Roy. Merci beaucoup à tous les deux. Mesdames, Messieurs, ne manquez pas le grand rendez-vous électoral du 19 octobre prochain. J'espère que ce débat vous aura inspiré et vous aura motivé à aller voter le 19 octobre pour exercer votre droit démocratique. Très bonne fin de soirée. Au revoir. À la prochaine. Je sais que je devrais pas faire ça, mais je peux pas m'empêcher de texter.